te d'ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtirons dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous ceux qui seront ce 7 juin 2024 sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Nous vous disons merci de nous faire confiance, merci de partager le message de la fraternité et surtout, merci d'éveiller les consciences pour permettre aux uns aux autres d'évoluer le plus sereinement possible. Mesdames et messieurs, nous avons 4 sujets à traiter et ces sujets seront suivis d'un éditorial de Mère Blanc et après cela, rapidement, on va laisser la parole à ceux qui voudraient la prendre pour s'exprimer rapidement. Et merci donc à tous, merci infiniment. Et le premier sujet de la journée est un sujet qui est important en ce sens que ça prouve que plutôt que de créer la division entre les peuples africains, on doit chercher à unir les Africains. La Côte d'Ivoire, premier pays africain détenteur de la dette du Burkina Faso. Et donc à travers ce titre-là, on nous explique que la Côte d'Ivoire est le premier pays qui donne crédit au Burkina. Le but de nos émissions, c'est d'expliquer simplement les choses avec des preuves. Pour nous, ce n'est pas une manière de dire que les Ivoiriens sont plus riches que les Burkinabés ou bien entrer dans d'autres considérations. C'est une manière de montrer que entre les pays africains, si nous participons à une dynamique, si nous faisons le commerce, si nous faisons la fraternité entre nous, cela n'est-il pas mieux que les divisions? En 2022, le Burkina Faso a connu un ralentissement économique attribuable à l'instabilité sociale, au coup d'État militaire ayant entraîné des sanctions économiques, la dégradation de l'environnement sécuritaire et aux répercussions de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et donc, à partir de 2022, le Burkina va connaître encore des problèmes qui vont s'aggraver. Et tous ces problèmes-là vont faire que l'économie du Burkina va connaître un coup. Et donc, dans ces conditions-là, il faut bien qu'on vous dise que c'est le coup d'État qui est à la base de tous ces problèmes du Burkina. Parce que c'est le coup d'État qui a conduit à l'instabilité sociale. Quand des personnes qui ne méritent pas d'être dans une place se retrouvent à une place, figurez-vous qu'il y aura forcément problème. Figurez-vous que le dernier de la classe, parce qu'il est le plus violent, il arrache le livre dans lequel le maître a fait son classement et il se met lui-même premier de la classe. Mais ce vaurien-là, ça ne change en rien le fait qu'il demeure un vaurien. Et donc, ça va créer forcément un désordre. Et donc, ceux qui sont les premiers vont se mettre à côté pour regarder. Et c'est ça que les coups d'État amènent. Les coups d'État, là, c'est les plus violents que ça met au pouvoir. Et les hommes intelligents fuient le pays. Et quand les gens intelligents fuient le pays, ça crée l'instabilité. Parce que ce sont les hommes intelligents qui peuvent faire progresser une économie. Ce sont les hommes intelligents qui peuvent mettre une société en place. Et dès qu'il y a des coups d'État, ça crée la fuite des cerveaux. Quand les cerveaux fuient, ceux aussi qui peuvent être des opérateurs économiques, l'argent n'aime pas le bruit, etc. Et donc, c'est une chaîne logique. Et en même temps aussi, comme un coup d'État, ça ne s'applaudit pas et ça ne s'encourage pas, il y a eu des sanctions économiques. Et tout ça
avec le djihadisme qui n'a fait que s'accroître. Ce que les militaires ont promis, ils n'ont jamais été capables de le faire. Et donc le djihadisme est devenu plus violent qu'il ne l'était auparavant. Et sans oublier que nous sommes dans un monde où tout est lié. La crise, la guerre aujourd'hui qui est entre l'Ukraine et la Russie est venue encore aggraver encore plus cette situation. Pour faire face aux défis sécuritaires et humains, les dépenses publiques ont augmenté passant de 25,6% du PIB en 2021 à 26,1% en 2022. Par conséquent, le déficit budgétaire s'est creusé, atteignant 8,5% du PIB en 2022 contre 6,3% du PIB en 2021. Au regard de l'accroissement des engagements publics, le gouvernement a donc eu recours à la dette publique pour faire face à ses obligations. Et donc, avec tout ce que je venais de vous dire, quand vous prenez le PIB d'un pays, ça veut dire c'est l'ensemble des richesses d'un pays qui a été créé en une année et que vous divisez ça par tête d'habitants, vous trouvez la moyenne. Mais figurez-vous que l'ensemble de la richesse produite par le Burkina Faso en 2021, qui connaissait déjà des problèmes parce que les dépenses publiques ont augmenté. Parce que le gouvernement a trouvé que les dépenses publiques ont augmenté. En 2021, ils étaient à 25,6%. En 2022, ils sont passés à 26,1%. Et donc, puisque les dépenses publiques ont augmenté, ils étaient obligés de prendre des crédits pour pouvoir s'occuper des problèmes du Burkina. Qu'est-ce que cela a provoqué? Cela a fait chuter le PIB du Burkina de 2,2%. Et c'est dangereux. Ça veut dire que la population est devenue beaucoup plus pauvre qu'auparavant. Et c'est une situation qui va continuer. Tant que l'instabilité va régner au Burkina et dans les pays de l'AES, il faut s'attendre à ce genre de situation. Ainsi, selon les documents officiels consultés par Sika Finance, Ouagadougou affichait une dette nominale de 6 737,21 milliards de francs CFA à la fin décembre 2022 contre 5 986,18 milliards fin décembre 2021, soit une augmentation de 12,5%. Cet engagement est composé à 45% des dettes extérieures et à 55% des dettes intérieures. À ce niveau d'engagement représente environ 59,3% des richesses du pays. Et donc, quand tu prends l'ensemble même des richesses du Burkina, le Burkina s'est fortement endetté. Et la dette du Burkina ne fait que continuer de s'augmenter. Entre 2022 et 2021, on est passé à une augmentation de 12,5% de la dette du Burkina. Et cette dette-là, elle se divise en deux catégories. Il y a la dette extérieure, c'est-à-dire ce que l'État burkinabé prend comme crédit à l'extérieur du Burkina. Mais il y a aussi la dette intérieure, la dette extérieure de 45% et la dette intérieure, ça veut dire les crédits que le Burkina prend avec ses fournisseurs en interne du Burkina, cela représente 55%. Et quand on met toutes ces dettes ensemble, ça représente 69,3% de toute la richesse du pays. Ça veut dire que le Burkina aujourd'hui est endetté à plus de 59,3% de la richesse totale de ce pays-là. La dette extérieure s'élevant à 3032 milliards,36 francs CFA à la fin 2022 a connu une hausse de 7,2% par rapport à son niveau de décembre 2021. Cette augmentation pourrait s'expliquer en partie par la variation des taux de l'échange. Et donc, l'une des raisons aussi qui fait que la dette extérieure, ça veut dire les crédits que le Burkina prend en dehors du Burkina a augmenté, c'est aussi la variation des taux d'échange. Ça veut dire la variation des coûts, soit des matières premières,
etc. Une fois que ces éléments-là changent, ça peut avoir forcément, par exemple, si vous avez, c'est un exemple comme ça que je prends, si le Burkina vend, par exemple, de l'or et que le coût de l'or baisse, par exemple, forcément, ça aura un coût sur les revenus et donc ça va jouer forcément sur les dettes qui ont été accumulées et donc ça creuse un trou. L'encours à la dette extérieure se compose ainsi. 89,5% envers les organismes multilatéraux, 8,7% envers les créanciers bilatéraux et 1,8% envers les banques commerciales selon les chiffres officiels du pays. Selon les données de la Banque mondiale, l'encours de la dette envers la Côte d'Ivoire représentait 1% de la dette extérieure, soit 30,33 milliards de francs CFA en 2022 et fait de la Côte d'Ivoire le premier pays africain qui prête le plus au Burkina Faso. Il est à noter que l'encours à la fin 2022 des IDE en provenance de la Côte d'Ivoire se chiffrait à 135,81 milliards de CFA, faisant également du pays l'un des principaux investisseurs à l'étranger. C'est une information qui a été tirée de Sika Finance d'hier. Et donc à la fin, on nous explique que selon les documents officiels de la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire est le premier pays africain qui donne du crédit au Burkina Faso. Et aussi, quand on prend de façon globale, la Côte d'Ivoire fait partie des pays africains qui investissent le plus à l'étranger. Et donc, les investissements de la Côte d'Ivoire à l'étranger se chiffraient à 135,81 milliards de francs CFA à la fin décembre 2022. Et donc, c'est en cela que je disais que plutôt que de chercher à créer les conditions du désordre, de la paix et de la division entre les peuples africains, nos pays africains gagneraient à développer le commerce, à développer la fraternité, plutôt que de semer la guerre. Mais c'est compréhensible dans le cas où le Burkina n'est pas dirigé par des gens responsables et des gens qui profitent dans le désordre. Et donc, ils ont tout intérêt à ce que la situation ne s'améliore pas. Mais cela ne changera pas parce que ça ne fera qu'aggraver beaucoup plus encore la situation des Burkinabés. Et plus le temps passera, et plus le problème sera encore plus grand, et le réveil sera très douloureux pour le peuple burkinabé, à qui nous demandons de se lever, de prendre conscience de sa situation. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés, mais le jour où ces militaires ne seront plus là, les Burkinabés vont découvrir encore que le fossé et les dégâts qui ont été faits par ces personnes est inimaginable. Sujet numéro 2. La justice française aux trousses de Stéphane Kipré. Le deuxième sujet, c'est Stéphane Kipré là. Lui qui a marié l'une des filles, ou même qui avait marié l'une des filles de Babo là. Le faussaire là. La justice française est derrière lui. Une commission rogatoire sur la tête du beau-fils de Laurent Gbagbo pour détention illégale de fortes devises étrangères. L'homme fonctionne au liquide et à un rythme effrayant. Et donc, l'article ici nous dit que la justice, comme on le dit, est assise sur son dos. Parce que on a découvert des sommes fortes en euros, en dollars, en livres sterling. On a découvert des fortes sommes parce que l'homme vit 100 à l'heure. L'homme vit comme s'il n'y a pas de demain. Et on se demande comment tu peux vivre de cette façon-là et où tu enlèves cet argent. Le beau-fils et collaborateur de Laurent Gbagbo, Stéphane Kipré, a des démêlés avec la justice française. Une commission rogatoire, l'acte par lequel un juge d'instruction délègue ses pouvoirs à un autre magistrat ou à un officier de police judiciaire appelé OPJ, afin de faire procéder à sa place ou à plusieurs actes d'information sur la tête du beau-fils de Laurent Gbagbo, le vice-président du PPACI. Fuit-il la justice française, prétextant qu'il a un problème cardiaque qui l'empêche de prendre un vol,
Stéphane Kipré, alias PSK, s'est vu coller une commission rogatoire au fin de s'expliquer sur la détention de fortes sommes d'argent liquide dans ses appartements parisiens. 10 millions d'euros seraient découverts dans ses appartements parisiens lors de perquisitions. Et donc, mesdames et messieurs, ce qui se passe ici, vous savez, ceux qui critiquent beaucoup la France, ceux qui sont les panafricains, c'est ceux-là même qui ont des villas cossues, qui ont des comptes dans les banques françaises. Eux qui critiquent la France, c'est eux qui ont tout en France. Et qu'est-ce qu'on vient de découvrir? Il y a un juge d'instruction qui n'a pas le temps. Et donc, comme le pouvoir le lui permet, il a dit à un officier de police ou bien un magistrat, bon, il faut faire quelques informations sur Stéphane Kipré, on va voir un peu ce qui ne va pas avec lui. Parce que sa manière de vivre ne correspond pas avec quelqu'un qui travaille. Et qu'est-ce qu'on fait? Quand les policiers vont vérifier chez lui, on découvre 10 millions d'euros en plusieurs coupures. Il y a dollars dedans, il y a euros dedans, il y a livres sterling dedans, il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Toi, tu fais quel travail pour recevoir des salaires en plusieurs monnaies, c'est-à-dire en plusieurs devises? Tu fais un seul travail et puis tu reçois ton argent. Souvent, tu reçois ça en euros, souvent, tu reçois ça en livres sterling, souvent, tu reçois ça en roubles, souvent, tu reçois ça en yuan, souvent, tu reçois ça en euros. Chose bizarre. Et donc, les juges lui ont dit, après avoir réuni ces informations-là, viens en France, tu vas venir expliquer. Parce que dès qu'on allait fouiller chez toi, là, aller trouver 10 millions d'euros chez quelqu'un, c'est une chose étrange. Et qu'est-ce que le beau-fils de Laurent Gbagbo dit? Subitement, il est devenu cardiaque. Il dit non, lui, il a un problème cardiaque. Lui, il ne peut pas prendre l'avion. Tout ça, là, c'est pour mentir aux gens. Hein. Il sait que c'est de l'argent volé. Mais la vérité, elle est simple. C'est avec ces argents volés-là, l'amitié ou bien soi-disant beau-fils de Laurent Gbagbo, mais soi-disant collaborateur de Laurent Gbagbo, là, il n'y a rien de vrai dedans. Ce sont des gens que Laurent Gbagbo utilise pour cacher l'argent sale et l'argent volé. C'est tout. Et si on fouille cette histoire-là, qu'on a pu bien dedans, là, le nom de Laurent Gbagbo va sortir dedans. Sinon, comment comprendre que, est-ce que toi, tu t'es pas rendu en République démocratique du Congo où tu allais faire des faux poteaux que tu as plantés pour les gens et ça crée un scandale là-bas, toi, Stéphane Kipré. En ce moment, tu pouvais prendre l'avion. Maintenant, quand on te dit d'aller t'expliquer où tu as enlevé, tu as eu l'argent jusqu'à tu as gardé, vous avez gardé dans les banques, jusqu'à il n'y a plus de place dans les banques. C'est dans appartements parisiens maintenant que vous gardez 10 millions d'euros. Bon, ce sont ces sommes-là qu'ils prennent pour payer les cyberactivistes. Ce sont ces sommes-là qu'ils prennent là pour payer les mercenaires. Ce sont ces sommes-là qu'ils prennent là pour corrompre tous les journalistes que vous voyez là. C'est cette amitié. Ils sont tous comme ça, hein. Eux tous les politiciens, les opposants, ils sont tous dans le même style. C'est leur mode de vie qui est là. Faire la belle vie et détruire le pays. Et tout ça là, ce sont les 300 millions qui ont été volés, les 300 milliards qui ont été volés par les catinets et autres là. Ce sont ces sommes-là qui sont là comme ça, elles ont dispersé. Tellement l'argent était beaucoup. Ils n'ont pas pu mettre tout dans les banques là. Ce sont ces sommes-là qu'on voit ça comme ça. 10 millions d'euros, 1 euro là, il faut multiplier par 600 francs. Donc quand tu multiplies 10 millions fois 600, c'est près de 6 milliards qu'on se va retrouver derrière quelqu'un. C'est Stéphane Kipré là. Dans un seul de ces appartements parisiens là, on a trouvé 6 milliards, si je fais rapidement la conversion. C'est tellement là, ils ont volé l'argent, ils n'ont plus besoin là. Mais ils vont faire souffrir leurs partisans. Ils vont faire souffrir la Côte d'Ivoire. Voilà des gens comme ça. C'est eux qui disent que eux, ils veulent diriger le destin de la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas le seul cas. On en a connu d'autres avant lui, le cas Alpha Condé. 500 000 euros découverts dans un appartement. Stéphane Kipré, arguant que cette somme appartient à Alpha Condé. Dans un autre appartement de Stéphane Kipré, on a trouvé 500 000 euros. On lui demande la somme là, les 500 000 euros là.
Ça n'a rien à voir avec les 6 milliards qu'on a trouvés dans un autre de tes appartements. Toi, tu es chanceux, l'argent tombe comme ça du ciel. Il dit non, 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 que les 500 000 euros là, que c'est Alpha Condé, l'ancien président de la Guinée là, que c'est lui qui lui a donné ça de garder. Toi, tu es économiste. Laurent Gbagbo n'aime pas les économistes. Toi, tu es banquier. Laurent Gbagbo n'aime pas les banquiers. Comment se fait-il que toi, les gens te confient leur argent? La justice française a interrogé Alpha Condé via courrier qui dit ne pas être le propriétaire de cette somme. Quand ils ont demandé à Alpha Condé, on dit, Stéphane Kipré dit que on a découvert dans un autre de ses appartements 500 000 euros. Il dit que c'est pour toi, Alpha Condé. Alpha Condé dit, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, il ment sur moi. Donc là encore, il doit encore s'expliquer. Stéphane Kipré sort du territoire ivoirien par la route vers le Ghana où l'attend un jet privé. Il s'envole pour ses affaires dans certaines parties du globe terrestre et retourne au Ghana pour regagner enfin la capitale économique, Abidjan, par la route, avec sur lui de fortes sommes d'argent en grosses coupures d'euros et de dollars. En somme des devises étrangères. Voilà quelqu'un qui dit, quand on lui dit, viens, tu vas t'expliquer. Il dit, non, j'ai problème de cœur, je ne peux pas prendre l'avion. Mais même Stéphane Kipré que vous voyez là, l'argent sale, quand il doit sortir pour aller faire des activités, des business, qu'est-ce qu'il fait? Il sort de la Côte d'Ivoire en empruntant l'axe, la route qui le conduit au Ghana. Quand il arrive au Ghana là, il prend jet privé. Tellement ils ont volé l'argent des Ivoiriens là, lui il ne peut pas prendre avion. Hein. Il prend jet privé et il s'en va. Il règle ses problèmes. Quand il prend jet privé là, son problème de cœur là, ça, il n'a plus ça. Il règle ses problèmes tranquillement. Et quand il rentre du pays, qu'est-ce qu'il fait? Tu retrouves de très fortes d'argent sur lui en euros et puis en dollars. Lui, il fait quel travail? Et quand il va en quelques jours, il se retrouve avec de très fortes sommes sur lui. Et quand il finit son voyage, qu'il revient, il prend le jet privé, il revient au Ghana. Et puis, quand il arrive au Ghana, il prend voiture, il rentre en Côte d'Ivoire avec de fortes sommes étrangères. Et en général, c'est en euros et en dollars. L'argent là quitte ouf. C'est cet argent là qu'on prend, qu'ils prennent pour payer les armes là. Et puis, ils cachent. C'est cet argent là qu'ils prennent là pour payer les journalistes malhonnêtes que vous voyez venir là les défendre. Vous pensez que ces journalistes n'ont pas de dignité? Vous pensez que ces journalistes là sont bêtes? Vous pensez que ces personnes-là le font gratuitement? Vous pensez que quelque chose que tout le monde voit, ce n'est pas vrai? Mais demandez-vous un peu, comment quelqu'un de sérieux, quelqu'un de normal, quelqu'un qui a sa tête peut soutenir Laurent Gbagbo? Chers Ivoiriens, posez-vous cette simple question-là. L'argent sale, là, ils prennent ça pour entretenir et pour maintenir certaines personnes, pour crier bêtement pour eux. Mais ces personnes ne sont pas bêtes, c'est parce que ces personnes-là bouffent dans l'argent là. Ce que j'ai dit là, est-ce que tu comprends? Si tu vois qu'il y a des gens qui sont avec Gbagbo là, eux-mêmes ils savent que Gbagbo ne faut rien. Eux-mêmes ils savent que Gbagbo ne peut rien faire. Eux-mêmes ils savent que Gbagbo n'a rien fait. Mais l'argent volé qui est là, c'est ça là, les Stéphane Kipré là, c'est Laurent Gbagbo. Les argents qu'ils ont volés là avec là, c'est que le sale boulot qu'eux ne peuvent pas faire là, c'est ça Stéphane Kipré, ça va faire à leur place. C'est cet argent volé là, ils prennent. Ils se disent là que l'argent n'a pas d'odeur. Ils viennent vous dire que Laurent Gbagbo a été le meilleur économiste, Laurent Gbagbo a été le meilleur président là. Celui même qui dit ça là, il n'est pas convaincu. Mais il le fait parce qu'on lui dit voilà de l'argent, il faut aller faire ça. Voilà pourquoi il continue à faire ça. Sinon un homme qui est normal, un homme qui a ses facultés, venir dire des choses, toi-même tu es là. Et puis tout le monde même te dit, ah mais toi-même tu n'as pas honte. Mais il ne peut pas avoir honte parce qu'il a vendu sa dignité à l'argent. Mais cet argent-là, où ça quitte et comment ça quitte et comment il faut rentrer là, c'est ça qu'on est en train de t'expliquer là. À bord de véhicules 4x4, avec des occupants blindés,
de sous, qui esquive les fouilles et tout contrôle grâce à la porosité des frontières ivoiriennes et à la corruption ambiante des fonctionnaires de police et de douane. Et donc, quand ils doivent rentrer là, qu'est-ce qu'ils font? Il n'y a pas de secret. Dès la frontière, là, quand le véhicule de Stéphane Kipré doit passer, là, les policiers, les douaniers sont heureux parce que eux tous vont recevoir de fortes sommes. Et ce n'est pas en francs CFA. Si ce n'est pas en euros, c'est en dollars. Et donc là, on ne les contrôle même pas. Contrôle Ghana, Côte d'Ivoire. Eux, ils ne contrôlent pas où. On dit c'est qui? C'est Stéphane Kipré. Ah ok, ouais, on voit déjà. Hein? Et donc là, les billets de banque coulent en euros, en dollars. Les gens là rentrent avec ces fortes sommes-là et ils veulent créer la chienlit dans le pays. On assis, on dit il n'y a rien, on continue la vie. Et les douaniers et les policiers à la frontière est du pays, à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, se frottent les mains parce que eux ils ont déjà eu pour eux là. Le reste là, Dieu peut décider de cela. Dans le premier trimestre de 2024, Stéphane Kipré a été pris par les autorités policières ivoiriennes grâce à une fuite de son propre réseau. Et donc là, entre janvier, février et mars 2024 là, est-ce que vous savez que les autorités de la police de Côte d'Ivoire avaient arrêté Stéphane Kipré? Mais beaucoup de personnes n'ont pas entendu parler de ça. Beaucoup de personnes ne savaient pas. Il avait été arrêté. Et comment il a été arrêté? Lui-même là, parmi son propre réseau qui fait ce trafic d'argent là et ces mauvaises pratiques là, c'est quelqu'un qui l'avait dénoncé. Une fouille et des palpations ont permis de découvrir une forte somme d'argent liquide. Le Jean de Laurent Gbagbo a passé 24 heures dans les locaux de la police économique avant d'être libéré sur intervention des hautes autorités politiques. Et comme nous ne sommes pas dans un monde parfait, quand ils l'ont arrêté là, ils avaient découvert assez d'argent sur lui. On dit, mais toi là, tu as pourri d'argent, c'est pas bon d'air. Où tu as enlevé? Il ne parle pas. On fait comment? Ils l'ont pris. Ceux qui connaissent la police économique se trouvent là. Ils sont partis avec lui là-bas. Ils l'ont mis en prison, là-bas, en garde à vue. Mais, comme vous-même vous connaissez le pays là-haut, il y a des autres autorités, des hautes personnalités politiques qui ont appelé. Là, vrai, là, je ne connais pas les identités de ces personnes-là. Donc, je ne vais pas accuser quelqu'un. Mais, il y a eu des hautes autorités, il y a eu des hautes personnalités politiques qui ont appelé. Ils se sont arrangés entre eux là-bas, en haut, et ils ont réglé ça, entre eux là-bas. Entre-temps, toi, le petit militant, toi, tu n'as pas mangé. Toi, tu n'as pas pu payer les frais de scolarité de tes enfants. Toi, tu es là en train de suivre les politiciens. Pour ce qui concerne la commission rogatoire, les sources de www.enquêtemedia.info, le président Alassane Ouattara a demandé qu'elle ne soit pas exécutée pour l'instant, dans la dynamique de préserver un climat politique apaisé. Stéphane Kipré, l'ex-beau-fils et collaborateur de Laurent Gbagbo, est devenu depuis lors aphone politiquement et discret de plus en plus en Côte d'Ivoire. Et en tout cas, selon les sources d'enquêtemedia.info, à la lumière de ce que nous lisons, le président Ouattara a dit que les procédures judiciaires qui sont contre Stéphane Kipré en France, là, qui n'ont qu'à temporiser. Et vous savez que le président, c'est un économiste, c'est un financier. Il est le seul à savoir les raisons pourquoi il fait ça. Mais selon moi, ça c'est dit bien selon moi, le président ne va pas laisser affaire là. Et il va frapper fort. Et il va frapper dans le tas. Et donc là, il va aller à son rythme pour frapper fort. Comme quand Laurent Gbagbo était allé en Angola, à travers la banque d'investissement, ils ont fait passer de l'argent en Afrique du Sud et puis ils ont viré en Côte d'Ivoire. Et puis le président a fait « Va-moi !» Et il a pris pour terminer 4e pont. Il ne va pas vous louper. Oh. C'est son domaine. Il ne va même pas vous louper. Et donc, depuis lors, qu'est-ce qu'on a constaté? Stéphane Kipré est devenu très sage. Et même quand tu le revois même, il est devenu maintenant un pasteur qui fait des prévisions.
Il est devenu quelqu'un même qui dit, quand tu es pauvre, il faut savoir accepter ta situation. On appelle ça le stoïcisme en philosophie. Quand tu es pauvre, il faut transformer ta pauvreté en richesse. Quand tu as faim, il faut te dire que tu es en train de jeûner. Quand tu es en galère et que tu ne sais plus que faire, il faut faire les 100 pas. Et quand quand tout va mal, il faut te dire que tout ira bien parce que Jésus lui-même n'a pas connu la soie et l'or. Mais entre-temps, ces personnes-là continuent de faire du mal à la Côte d'Ivoire. Entre-temps, ces personnes-là, on ne les inquiète pas pour leur prendre cet argent sale-là. En vérité, Stéphane Kipré, pour ceux qui ne le savent pas, s'est fait connaître dans la vie politique ivoirienne à travers son mouvement de force de l'avenir, un parti bizarre qui a été créé par un certain Anaki Kobena. Et c'est en 2007, pour être plus précis, le 29 juin 2007, il va marier une fille de Laurent Gbagbo, celle qu'ils appellent Marie-Laurence Gado Gbagbo. C'est l'une des filles jumelles de Laurent Gbagbo avec Simone Gbagbo. Et après, il va profiter pour créer son propre parti qu'il appelle UNG. Et c'est le UNG là qui va intégrer en 2010 la coalition LMP pour aider Laurent Gbagbo dans ses sales besognes. Le 12 avril 2011, au lendemain de l'arrestation de Laurent Gbagbo, après 5 mois de crise post-électorale, il quitte le pays. Stéphane Kipré s'installe au Ghana, puis au Sénégal, en Italie, où il obtient le statut de réfugié politique et définitivement, il atterrit en France. Au Sénégal, il a eu droit à une certaine protection de Macky Sall, qui va lui octroyer même un passeport diplomatique sénégalais, que celui-ci annulera après, lorsqu'il eut des retours sur des pratiques très peu catholiques de Stéphane Kipré. Et donc, lui n'a pas fui, hein, quand il y a eu la crise post-électorale, là. Lui, il est resté. Il a fait avril, mai, juin, juillet, août. C'est à partir de août 2011 qu'il va quitter le pays. Et il va d'abord s'installer au Ghana. Du Ghana, il va aller au Sénégal. Du Sénégal, il va en Italie. De l'Italie, il finit en France. Mais au moment où il était au Sénégal, Macky Sall va lui donner un passeport diplomatique. Mais après, Macky Sall va découvrir qu'il s'est mis lui-même dans un problème parce que l'individu est extrêmement malhonnête. Et ils vont lui arracher ce passeport diplomatique-là. Le 28 mai 2021, Stéphane Kipré atterrit à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et s'investit dans les activités de son église. Mission évangélique Grâce et Vie, MGE-Vie, créée par Guy Vincent Kodia, l'archevêque autoproclamé, où il a été consacré pasteur en 2022. C'est de cela que je vous parlais, même la semaine dernière, vous le voyez. Et donc, c'est des gens qui ont volé, qui ont eu une vie facile, en tout cas dans le vol, et qui n'ont plus rien à démontrer. Et donc, ils veulent venir corrompre Dieu en se faisant passer pour des personnes qui croient en Dieu. Alors que malgré tout ça, là, derrière ces églises, soi-disant réveillées, tous ces faux pasteurs et ces loups déguisés qui sont en train de prôner la pauvreté, la misère économique et morale, derrière ce business sale des églises soi-disant réveillées ou des églises éveillées ou des églises encore renversées, les leaders de ces institutions-là sont dans une vie sale. L'argent du sang des Ivoiriens, et ne me faites pas dire les noms. Derrière ces business-là, c'est de l'argent sale qui est caché et c'est aussi une porte pour les politiciens de pouvoir utiliser l'argent cash pour créer et déstabiliser nos pays, créer la chienlit dans nos pays. Parce qu'on dit non, c'est Keto. Non, c'est les fidèles qui ont donné. Les fidèles de Côte d'Ivoire peuvent te donner l'argent en euros, jusqu'à atteindre millions en euros. Tu n'es pas allé à une banque, mais on voit l'argent cash sur toi en euros, en millions d'euros.
Ce sont les fidèles qui t'ont donné ça. Ce sont les fidèles en Côte d'Ivoire qui te donnent dollars. Si c'était peut-être 3-4 dollars, on peut dire, bon, ça peut passer. Mais des milliers de dollars chaque semaine, en Côte d'Ivoire, d'enquête, c'est quand même assez bizarre. Mais tout ça, on nous dit non, nous ne sommes pas suffisamment intelligents. Et donc, de ne pas trop réfléchir. Nous aussi, on a compris. Et quand on lui demande, mais toi-même, tu es qui? Toi, Stéphane Kipré. Il dit non, lui, il est un businessman 100%. Il dit encore qu'il est un homme politique 100%. Mais il dit aussi qu'il est un homme de Dieu 100%. Et donc, voilà. Il est dans la Trinité. Or, ce statut ne semble pas faire bon ménage avec l'individu sulfureux, homme d'affaires que la justice française tente de mettre au grand jour. Et donc actuellement, Stéphane Kipré vit dans une trinité qui lui marche bien. Au nom du business, de la politique et au nom de Dieu. Or, le Christ lui-même nous disait de nous méfier des faux prophètes, de nous méfier de l'antéchrist, mais je dirais même aussi de l'antichrist. Et malheureusement, voilà un businessman qui n'a pas d'activité, mais qui roule sur l'or, qui roule sur le bien des Ivoiriens. Et ça, pour mieux se moquer des Ivoiriens, c'est eux qui viennent, pour nous, dit-on, faire de la politique, pour se moquer et prendre l'argent des Ivoiriens pour les tuer, comme ce qu'ils sont en train de planifier pour 2025. Et en même temps aussi, ils sont tellement convaincus qu'ils ont eu raison des hommes, qu'ils veulent même corrompre Dieu lui-même pour lui dire, mais Dieu, si on a fini avec les hommes, on a fini avec notre pays, il ne reste plus que toi. Donc là, tout ce qu'on fait au nom de l'argent, il faut que tu acceptes. Donc, ils vont corrompre des religieux assoiffés d'argent pour être là. Et dès qu'on veut les atteindre, non, 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 c'est l'argent de Dieu. Mais Dieu n'est pas aveugle, Dieu n'est pas bête. Ça là, si tu veux vérifier l'article là, tu vas dans Enquête Média, tu vas vérifier là-bas. Tu vas voir l'article là-bas, tu lis www.enquêtemedia.info. Tu vas lire ça là-bas. Et maintenant, si tu as une autre version là, tu viens nous donner. On va écouter. Sujet numéro 3. Bilan des promesses de la campagne présidentielle de 2010. Les milliards répartis par département. Ah, le président Ouattara, quand il faisait campagne, il a parlé de « je vais donner milliards ici, je vais faire ceci, je ne vais pas faire cela, je vais donner ceci ». Les gens même s'asseyent et disent « oh, toi là, parler facile de mais ok, on te regarde. » Mais est-ce qu'on peut faire le bilan de la campagne présidentielle de 2010? Est-ce qu'on peut donner les milliards qui ont été promis à différentes régions, à différents départements? Est-ce qu'on peut parler de ça? Et quelle en est la situation aujourd'hui? Parce qu'une fois que tu parles, on vérifie, on regarde dedans. Lors de la campagne présidentielle de 2010, le président Ouattara a parlé il a fait promesse sur promesse, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais tout ce qu'il a dit là, lui, il ne sait pas où. Nous, on a tout économisé. Ça faisait 7685 milliards. C'est quand il a parlé là, quand tu prends là, tu colles là. C'est ça que tu trouves. On dit, papa, toi aussi, tu fais fort, hein. Même si tu veux pouvoir là, il faut aller doucement. Mais vieux Dioula là, il a continué. Et donc là, après 14 ans, est-ce qu'il a fait ce qu'il a dit? Et s'il l'a fait ou mais il ne l'a pas fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc les 7685 milliards qu'il avait promis de repartir entre les départements de la Côte d'Ivoire, quand on allait vérifier en termes concrets, qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert que San Pedro a reçu 375 milliards. Tabou a reçu 73 milliards. Sassandra a reçu 121 milliards. Soubré a reçu 531 milliards. Saint-Fra a reçu 85 milliards.
Boisflé a reçu 95 milliards. Zuenoula a reçu 66 milliards. Vavois a reçu 144 milliards. Daloa a reçu 260 milliards. Gagnoa a reçu 139 milliards 600 millions. Oumé a reçu 78 milliards. Lakota a reçu 80 milliards. Divo a reçu 47 milliards. Yamoussoukro a reçu 1000 milliards. Tumodi a reçu 56 milliards. Thiebissou a reçu 38 milliards. Bouaké a reçu 310 milliards. Beoumi a reçu 77 milliards. Sakassou a reçu 37 milliards. Katiola a reçu 107 milliards. Dabakala a reçu 74 milliards. Korogo a reçu 300 milliards. Ferke a reçu 150 milliards. La région de Man a reçu 1055 000 milliards 55 millions. Danané a reçu 144 milliards. Guiglo a reçu 114 milliards. Tout le Pleu a reçu 44 milliards. Bangolo a reçu 73 milliards. Tia Salé Sikensi Tabo ont reçu 95 milliards. Odiene a reçu 194 milliards. Minignon a reçu 91 milliards. Madinani a reçu 90 milliards. La région de Touba a reçu 155 milliards. Dimbokro a reçu 45 milliards. Gaokro a reçu 66 milliards. Bokanda a reçu 44 milliards. Bundiali a reçu 108 milliards. Bondoukou a reçu 178 milliards. Bouna a reçu 163 milliards. Tanda a reçu 109 milliards. Abangourou a reçu 122 milliards. Aniblekro a reçu 63 milliards. Seguela a reçu 192 milliards. Mankono a reçu 156 milliards. Azopé a reçu 90 milliards. Aboville a reçu 83 milliards. Jacquesville a reçu 44 milliards. Grand Laou a reçu 63 milliards. On s'arrête là un peu. Quand on dit ça, les gens disent « Ouh, mais on n'a rien vu. » C'est parce que tu ne veux pas voir. Tu n'as pas vu le pont de Jacquesville. Tu n'as pas vu les routes qui ont été réalisées. Tu n'as pas vu les travaux qui ont été réalisés à Yamoussoukro. Ou toi, tu ne voyages pas. C'est dans ça, là. Toutes les réalisations que tu vois, là. L'argent, là. On n'a pas pris sa valise comme pour Stéphane qui prit là pour dire, bon, voilà l'argent, prenez et puis gaspillez. C'est rentré dans le travail direct. On a pris ça pour construire des écoles. On a pris ça pour électrifier des villages. On a pris ça pour faire des ponts. Donc si toi tu pensais que l'argent là, tu allais voir ça avec tes yeux là. Et donc quand on met tous ensemble, on se rend compte que le président a travaillé. Il a vraiment travaillé. Et ceux qui disent que le pays a été endetté là, effectivement, le pays a été endetté pour faire ce qui est utile pour les Ivoiriens. Et aujourd'hui, on demande aux Ivoiriens, est-ce que le président Ouattara n'a pas tenu ses promesses? Et s'il a tenu ses promesses, de tous les hommes politiques ivoiriens, qui a pu travailler comme ça, comme lui? Jamais cela n'a existé de mémoire d'homme en Côte d'Ivoire. Il faut respecter ceux qui savent travailler. Il faut respecter ceux qui savent respecter leurs engagements. Et il faut respecter ceux qui savent aller au-delà de leurs engagements. Et le président Ouattara a travaillé. Et ça, chers Ivoiriens, même les petits villages où il n'y avait pas d'électricité, où il n'y avait pas d'école, et puis vous voyez nos mamans danser pour dire, nous on vient d'avoir école, nous on vient d'avoir saut d'ici là. Ce sont les promesses là, il a divisé comme ça. Donc là, de quoi est-ce que vous avez peur? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire là, on n'entend plus parler des mauvaises nouvelles. Chaque fois que tu te lèves, on te dit, ils sont en train de construire une route ici, ils sont en train de faire école ici, ils sont en train de... Quand on construit par exemple des centres de santé à Méagui, les promesses qui avaient été faites là, 14 ans après, c'est tout ça qui est là, là. Mais Alassane Ouattara, là, donc il va prendre l'argent des Blancs,
Alors que pendant 2010, là, Laurent Gbagbo, là, l'un des thèmes des campagnes qu'il avait, là, c'était que Alassane Ouattara va vendre la Côte d'Ivoire aux étrangers. Mais en 2024, on se rend compte que Alassane Ouattara est allé prendre l'argent des étrangers pour venir développer la Côte d'Ivoire. Et donc, finalement, quelqu'un qui est assis se demande, mais tout ce qu'on nous avait dit sur Ouattara, là, les gens nous ont menti. Oui, chef du village, les gens t'ont menti. Ils t'ont menti. Et puis Ouattara, là, on n'est pas obligé de l'aimer. On n'a qu'à le soutenir, on n'a qu'à faire route, école, avec tout ce qu'on veut dans notre village. Après, là, est-ce que quand il ne sera plus au pouvoir, il va partir avec ça? Mais, comme on le dit, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Quand on prend un exemple comme San Pedro, par exemple, il y a eu 375 milliards qui ont été investis. Et les investissements sont partis en partie dans les routes et aussi dans les infrastructures du port de San Pedro. Mais il y a toujours encore des situations à améliorer. Puisque Alassane Ouattara, quelle que soit sa bonne volonté, ne peut pas tout faire seul. Du côté de San Pedro, beaucoup a été fait en termes de routes et aussi dans les infrastructures de l'aéroport, du port. Mais il y a beaucoup de choses qu'il faut améliorer. À Soubré, malgré les 531 milliards qui ont été donnés, les populations disent que leurs conditions de vie se sont améliorées par rapport au passé, mais qu'elles souffrent toujours en matière d'eau potable et d'école, que d'augmenter le nombre des écoles. Voilà les vraies thématiques que les populations doivent réveiller. Et c'est sur ce terrain-là qu'il faut attendre Alassane Ouattara. Pour dire on n'a pas école, mais il faut augmenter. N'ayez pas pitié de lui. N'ayez pas pitié du président Alassane Ouattara. Chers parents, demandez-lui, c'est l'eau on veut, c'est courant on veut, là. Continuez, il va faire. Quand tu vas à Yamoussoukro, que tu as vu comment le président Ouattara a travaillé à Yamoussoukro, les milliards qui ont été investis, 1000 milliards à Yamoussoukro seul. Mais malgré tout le travail qui a été fait là, quand tu vas à Yamoussoukro, il y a des quartiers là qui restent en attente de modernisation. Le développement là, c'est pas un amusement, hein. Mais tu ne peux faire que ce que tu peux. Si on a des politiciens qui comprennent qu'au lieu de tomber dans la politique basse pour mentir aux Ivoiriens, la politique doit être une suite logique pour améliorer les conditions des Ivoiriens et ouvrir les esprits des Ivoiriens, vous verrez que la Côte d'Ivoire irait plus loin et plus vite. Mais à part Alassane Ouattara aujourd'hui, là, il y a quels véritables politiciens qui veulent réellement travailler? Eux tous veulent bouffer l'argent, c'est-à-dire venir détruire l'argent. Si ce n'était pas Alassane Ouattara aujourd'hui, là, tous ces milliards qu'on vous a cités là, tout aurait été dilapidé. On serait en train de se dire qui a pris quoi, qui n'a pas pris quoi. C'est la même chose à Mans. Malgré les 1055 milliards qui ont été investis, la région de Mans, surtout dans la zone rurale, manque d'équipements sanitaires et d'équipements d'éducation. Parce que la vérité, il faut la dire, hein, le président a beaucoup fait, mais il y a beaucoup qui reste à faire parce qu'un seul homme ne peut pas faire le monde. Et donc, ça nous a permis en tant que note d'analyse pour dire au président que ce qui manque là, c'est ça que tu vas venir faire dans mandat en 2025 là. Tu ne vas pas quitter. Tu ne vas pas aller quelque part. Et c'est pourquoi nous on a fait ces recherches-là pour dire, ce n'est pas les milliards qu'il a décidé qui nous intéressent, c'est ce qui manque là, c'est ça qui nous intéresse. Surtout là, ce qui manque en termes de travail là, c'est ça l'objectif. Sinon, Alassane Ouattara dire que non, je vais donner 1 milliard à quelqu'un, c'est comme si Dieu te dit, je vais te mettre au paradis. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse là, c'est ce qui n'a pas été fait. Et ce qui n'a pas été fait, nous savons que tu ne peux pas tout faire. Mais nous savons que c'est avec toi qu'on ira plus loin. Et c'est avec toi qu'on a la garantie que l'Ivoirien qui est au tréfonds, qui est dans les fins fonds de Maple, qui est dans les fins fonds de Guiglo, de Guy Tronzon, de Méagui, de Zoukoube, c'est là que lui va dire, dans mon village, il n'y avait pas ça, mais aujourd'hui, j'ai réseau dans mon village là. C'est grâce à toi, le président Ouattara. Et c'est pourquoi on te dit, tu vas rester pour continuer. Et donc là, comme il est crucial que vous, les autorités, preniez en compte la répartition et l'utilisation des fonds publics, et tu nous as montré qu'on peut te faire confiance là. Nous-mêmes, on te donne notre confiance là, cadeau. Président, il faut faire attention. Hein. Quand quelqu'un te donne son cœur là, sa confiance là,
On refuse pas cadeau. Hein. On refuse pas cadeau. Moi, je vais te dire ça. Les gens te parlent pas. Maman Nisera Société a parlé ici. Les femmes Koyara ont parlé ici. Les femmes de Compte ont parlé. Les femmes Odineka ne sont pas encore venues. Les femmes Gouro ne sont pas encore venues. Les femmes Robert ne sont pas encore venues. Toujours les femmes guéries viennent ici pour te parler. Tu ne comprends pas. Il faut continuer. En tout cas, les gens t'ont parlé de... Ils disent, mandat crédit, ils ont crédit des mandats avec toi. 2025. Ils disent qu'il faut venir faire leur mandat. Moi, je te dis ça simplement pour qu'on se comprenne. Parce que moi, je n'aime pas qu'on manque de respect à mon papa. Mais si tu fais d'une manière à laquelle les gens te frappent là, moi aussi, je vais me mettre dedans. Hein, parce que on dit au moment où tout le monde frappe son papa là, c'est le moment de frapper. Moi-même là, je vais... Bon, faut pas... N'enregistrez pas ça, coup de poing. Voilà. Moi-même, je vais frapper un peu, puis faire semblant. Je vais dire, c'est les gens, comme les gens frappaient là, c'est pourquoi. Sinon, toi-même, tu me connais. Moi, je ne peux pas faire ça. Mais ça, c'est pour un peu être comique. Mais pour dire que, Monsieur le Président, nous avons véritablement besoin de vous. Faites-nous le don de soi. Faites-nous le don de soi. On sait, on a besoin de vous. Vous aimez trop la Côte d'Ivoire. On ne le dit pas parce que on tire quelque chose d'autre du pouvoir, mais même ne serait-ce que la paix. Même la paix simple, là, ça nous suffit déjà. À plus forte raison, le développement que tu es venu ajouter. Tu es venu ajouter l'utile à l'agréable. Ou bien, si vous voulez, à l'agréable, tu as ajouté l'utile. Nous, on était là, on cherchait, on ne trouvait pas miel. Tu nous as donné, jusqu'à tu as mis miel dans nos oreilles. Et c'est quoi tu vas mettre dans notre bouche maintenant? Toi, tu es venu, tu as mis miel dans nos oreilles. Ce que tu vas mettre dans ces caviar, tu vas mettre dans nos bouches. Non, on ne quitte pas derrière toi. On sera collé sur toi comme mouche qui est collée sur cadavre pour aller dans ton. Prado, on sera collé sur toi jusqu'à tu vas dire yes. Et puis on va avancer. Et donc, chers Ivoiriens, soyez fiers de vous-même. Faisons la promotion de la paix, faisons la promotion de l'unité, faisons surtout la promotion du vivre ensemble et faisons surtout la promotion des hommes qui appartiennent plus à la Côte d'Ivoire. Et Alassane Ouattara est le premier de ces hommes-là. Et vraiment, nous lui disons merci pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Même si aujourd'hui devrait être son dernier jour, on retiendra qu'en termes de développement, il a vraiment redonné à l'Ivoirien sa dignité et à toute la Côte d'Ivoire sa splendeur. L'information que j'ai dit là, il ne faut pas penser que je suis allé inventer. C'est sur Opera News que j'ai vu l'information. Et c'est vrai que j'ai analysé pour ajouter pour moi dessus. Et c'est ça qui nous fait passer au dernier sujet pour nous dire que quand on est un grand homme, il faut parler de ses qualités pour que ceux qui veulent devenir grands puissent s'inspirer de lui. Et donc, on va vous parler des 10 qualités d'un grand leader. Et ici, retenez que le grand leader qui nous intéresse ici, c'est le président Alassane Ouattara. Et la première qualité qu'on retrouve chez un leader, c'est que c'est un visionnaire. Un visionnaire, c'est qui? C'est quelqu'un qui voit au-delà de l'horizon et inspire les autres à atteindre de nouveaux sommets. Un visionnaire, c'est quelqu'un, lui il dit, bon, on est là aujourd'hui, là. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis dans 20 ans, 30 ans, on sera devant les autres. Est-ce que ce n'est pas ce que le président Ouattara est en train de faire aujourd'hui? Pendant que les opposants disent, mais toutes les routes que tu es en train de faire là même, là, on ne mange pas. Non, on ne le fait pas pour vous. On le fait pour les générations à venir. C'est parce qu'il a de la vision. La deuxième qualité d'un leader, c'est qu'il a une écoute active. Et vous comprendrez aisément que tous ceux qui sont des leaders, tous ceux qui sont dans des positions où ils doivent être des leaders, vous verrez que ces personnes-là ont une capacité d'écouter les autres. Quand elles vous écoutent, tu as l'impression qu'elles ne sont même pas là. Mais il y a une stratégie derrière. Quand tu as un active listener, comme on appelle en anglais, quelqu'un qui sait écouter de façon active, tu rentres dans l'esprit des gens et tu touches le plus profond à travers ce qu'ils disent. En fait, quand les gens parlent, toi tu es là, tu analyses au-delà de ce qu'ils disent et tu comprends même le non-dit. Et un leader efficace, ce n'est pas celui qui parle beaucoup, mais c'est celui qui sait surtout écouter attentivement et valoriser les opinions des uns et des autres. Et quand tu finis de parler là, dans tout ce que tu as dit là, il te pose une petite question. Et cette question-là, si c'est pour t'aider à grandir là, toi-même là, à partir d'une seule question là, ce que tu as dit en 10 minutes là, tu dis, ah, ça là, je n'avais pas vu. Hein.
Ou bien si c'est pour te faire monter par le haut, pour te dire, bon, ce que tu as dit c'est bon, mais et si tu faisais ça? Une simple suggestion va te ramener encore plus haut. Et c'est très important de savoir écouter. Et c'est pourquoi Dieu a créé l'homme avec 2 oreilles, une bouche, pour que les 2 oreilles écoutent en même temps. Mais il y a une oreille qui écoute, et puis il y a l'autre là qui analyse. Et puis la bouche là, elle parle une fois. C'est très important. Mais qu'est-ce qu'on constate encore chez les leaders? C'est la valeur de l'intégrité. L'intégrité, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est être authentique, c'est être honnête, mais c'est être aussi quelqu'un de transparent. Ça veut dire, quand on dit tu es intègre là, ça veut dire, toi on peut aller là, on va revenir là. Si tu dis que quelque chose n'est pas vrai là, tu vas rester sur ça. Tu ne le fais pas ça pour faire plaisir à ceux qui t'aiment. Tu ne le fais pas contre ceux qui te détestent. Et l'intégrité d'Alassane Ouattara se constate aujourd'hui avec l'ensemble des régions que je viens de citer. Il y a quelle région qui a été oubliée dans le développement? Mais ça, c'est la valeur d'un homme intègre qui dit, je mets tout le monde au même niveau et je les traite avec honnêteté, transparence et authenticité parce que je suis leur leader et donc je n'ai pas la capacité de faire un choix angulaire pour me mettre d'un côté ou d'un autre. Je reste droit devant mon peuple pour que personne ne trouve quelque chose à dire. Quand tu passes dans toutes les régions, les gens te disent, ah, nous on a eu un peu, mais on veut beaucoup. C'est ce que tout le monde dit en Côte d'Ivoire. Nous on a eu aussi, mais on veut encore. Mais tu ne vas pas entendre quelqu'un dire, non, on n'a rien eu. Ça inspire le respect. Ça inspire la confiance qui est basée sur l'intégrité. Et un leader qui n'a pas ça, c'est pas bon. Ça fragilise même ta capacité d'être respecté. Mais il y a aussi une chose qui est très importante. En 4e, c'est l'empathie. L'empathie, ça ne veut rien dire. Ça veut dire, si je regarde par exemple Binette, ou même je regarde Mère Blanc, et je me dis, et si j'étais, ce qui leur arrive là, et si c'était moi? C'est ça le sens fondamental de l'empathie. Se mettre dans la peau de l'autre pour comprendre sa situation. Mais on le dit ici de façon simple. Est-ce que Alassane Ouattara, ce n'est pas le président des pauvres? Les pauvres n'ont jamais été aussi à l'aise que sous la gouvernance du président Ouattara. Les enfants des pauvres aujourd'hui gagnent bourse. Les enfants des pauvres aujourd'hui sont célébrés dans des journées de reconnaissance. Je n'ai pas dit que tout est parfait, mais ce n'est plus entre les grands là-bas. Maintenant, là, on voit quelques pauvres. Aujourd'hui, les enfants des pauvres peuvent faire politique. Aujourd'hui, c'est le seul gouvernement qui dit aux enfants des pauvres, si tu es un peu intelligent, là, il y a l'argent à la banque, il faut aller, tu suis la voie, tu vas te réaliser. Mais ça, c'est parce qu'Alassane Ouattara, là, il a vécu aux États-Unis, mais c'est parce que c'est quelqu'un qui sait se mettre à la place des autres. Sinon, tu peux vivre au paradis et puis être l'homme le plus méchant. Mais savoir se mettre à la place des autres, c'est très important. Surtout ceux qui sont leaders. Tant que tu ne te mets pas à la place de certaines personnes, tu ne comprends pas. Mais souvent, tu es là, quelqu'un comme ça, tu le fais travailler à un poste. C'est un exemple comme ça que je prends. Tu vas en fonction des besoins du jour. Tu dis à quelqu'un, écoute, tu ne vas plus servir là où tu dois. J'ai besoin de toi ici. Et au début, la personne n'aime pas. Et la personne fait un peu les réfrogner. Mais après quelque temps, tu l'observes et tu viens t'asseoir avec lui. Comment se passe ta journée? Ça va bien, etc., etc. Écoute, tu sais que tu es en train de bien performer et que tout va bien actuellement. Et je suis content de ce que tu fais. Et surtout, merci de m'avoir respecté en acceptant de relever le défi du jour. Mais vraiment, merci, tu es en train de donner le résultat que j'attendais. Mais quand tu parles comme ça à la personne se sent, mais finalement, cette personne n'était pas forcément mauvaise. Et il y a un objectif qu'on devrait atteindre. Et donc, la personne se sent valorisée, utile. Parce que tu t'es simplement mis à son niveau. Ça, tu n'étais même pas encore mis dans sa peau. Imaginez-vous maintenant, quand tu te mets à la place de quelqu'un qui souffre, et tu te dis, voilà comment les gens souffrent. Alassane Ouattara connaît la souffrance. Parce qu'il y a quelque chose aussi que les gens ne disent pas. Tous ceux qui sont des grands leaders sont ceux qui accumulent les plus fortes humiliations. C'est pas facile. Quand tu es un leader, là, même si on dit que tu gères un groupe de 10 personnes, là, il y a beaucoup de choses que tu vas accepter. Il y a des gens là, chacun vient avec ses défauts et ses qualités. Et c'est là que je vais profiter un peu pour ceux qui sont musulmans
pour vous dire que vous avez la sourate Iza ja nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaban. Et dans la dernière partie, il est dit comme ça, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaban. C'est en arabe que je dis, pour ne pas dire qu'on a j'ai dénaturé après, mais je vais maintenant retransformer. Et là, Dieu nous dit, il dit au prophète, arrange-toi. À partir du moment où tu deviens leader là, il faut beaucoup prier et beaucoup faire la tauba, il faut beaucoup faire la repentance, le pardon, pour que ton Seigneur te pardonne tes péchés. Mais est-ce que c'est du prophète de l'islam même que Dieu parlait? Non. Sinon, dans le même Coran, Dieu lui dit encore, il faut honorer tes pères et tes mères. Mais sa mère est morte quand il avait 6 ans et son père est mort après. Et donc là, lui n'a pas le droit de respecter ses mères et ses pères. Non. La parole divine n'est qu'un argument. La parole divine, non seulement, elle va au-delà de ce qu'on entend, mais elle va au-delà du temps. Et elle doit s'adapter. Cette sourate-là, c'était pour dire au prophète, je vais très rapidement. Cette sourate-là, le prophète même, là, quand cette sourate lui a descendu, il savait que c'était l'heure de sa mort qu'on lui annonçait. Ah non, l'heure du succès arrivait. Mais ça veut aussi dire que ta mission est finie, il faut t'apprêter. Mais avant de partir, là, sache que ça ne sera pas facile parce qu'après toi, ce qui va se passer, il y aura le groupe de Mouawiwa, il y aura le groupe des Kharidjites. Ils vont se tuer entre eux. Ils vont se massacrer entre eux. Jusqu'à même là, les gens même vont se demander, mais ceux-là même là, est-ce que c'était les vrais disciples du prophète? Ah oui, il faut prier pour eux. C'est pas encore arrivé, mais ça arrivera. C'est pour ceux-là qu'il faut prier. Il faut prier Dieu pour que Dieu leur pardonne leurs erreurs. Et donc, un leader, c'est celui qui sait avoir de l'empathie. Et l'empathie est tellement importante que quand le président se met à la place de nos villageois, de nos paysans, et se dit, il faut que le paysan puisse, dans 5 ans, sourire. On avait diminué le prix on avait bloqué l'anacarde. Quand on expliquait à nos parents que c'est pour contraindre ceux qui doivent payer à un prix plus haut. Mais aujourd'hui, là, les gens cherchent anacarde, on ne trouve pas. Quelque chose qu'on ne trouve pas, le prix augmente. Tout ça, c'est fait parce que le président se met à la place des paysans pour essayer d'améliorer leurs conditions. Et nous respectons une telle personne. Est-ce que vous avez une fois vu le président venir dire aux gens, ce que vous avez dit là, je ne fais pas? Mais ce n'est pas parce qu'il est un dieu, hein, mais c'est parce qu'il a la capacité de se dire, c'est parce que les autres en ont besoin. Ça veut dire qu'il a mis les autres avant lui-même. Et c'est ce que le Christ, fils de Marie, a fait. Il n'était pas obligé d'aller à Golgotha. Il pouvait ne pas y aller. Mais c'est là-bas que sa grandeur, sa splendeur ont surgi à nouveau. Et même plus de 2000 ans après, et même 10 000 ans après, on parlera de Jésus. Comme dit le Coran, il est devenu le signe des temps. On prendra les références de ce monde-là sur lui. Et qui ne compte pas le temps aujourd'hui avec Jésus, fils de Marie? Tu es fort comme un calendrier musulman, calendrier chinois. Tu vas faire ça à partir du calcul de la date de Jésus. Parce qu'il s'est mis à la place de tout le monde. Et c'est pourquoi tout le monde se souviendra de lui. Mais il y a encore une autre capacité, la résilience. Je venais de vous dire que les grands leaders, là, souvent il y a des gens qui ne sont rien, mais ils vont venir t'imposer leur éducation. Toi-même, tu le regardes, tu peux le détruire, mais tu trouves que ce n'est pas utile. Parce que quelque part, ce n'est pas ça ta mission. Et donc là, les grands leaders, c'est ceux aussi qui savent accumuler les grandes humiliations. Les grands leaders, là, c'est ceux qui ont les traces, les cicatrices de leur douleur sur leur corps. Et c'est ceux-là que nous appelons les surhommes. Celui qui a vaincu les faux dieux pour devenir un dieu en lui-même. Et là, je m'inspire un peu du grand maître Friedrich Nietzsche. Mais pour arriver à ce niveau-là, il faut être résilient. Il faut avoir la capacité d'accumuler. Il faut avoir la capacité d'aller vers les défis. Et il ne faut pas être quelqu'un qui recule. Mais Alassane Ouattara, on peut tout lui dire. Hein. Alassane, toi, on ne te comprend pas. Oh. Mais est-ce que vous avez vu une fois le président reculer? Est-ce que vous avez une fois vu Alassane Ouattara commencer quelque chose et puis dire, bon là, je laisse tomber? Alassane Ouattara ne laisse pas tomber quelque chose de... Ça là, si tu ne sais pas ça là, tu vas te tromper. Mais là où tu veux aller là, lui ne va pas aller avec toi là-bas. Lui-même, la voie qu'il a tracée là, il va prendre ça et puis aller rebondir. Et puis te prendre là où il veut te prendre. Ça fait partie des capacités des leaders, la résilience. Quand il commence quelque chose, il va jusqu'au bout.
Le développement de la Côte d'Ivoire qui a commencé là. Regardez combien de fois il a maintenu la paix. Parce que lui, il est sorti, il a dit aux Ivoiriens, je vais aller au développement, je vais faire ce que je dois faire. Et les détails, il ne vient pas nous dire, j'ai attrapé 10 personnes ici, les exhiber à la télévision, ils ont fait coup d'État. Sinon, là, ce qu'on attrape, il y a beaucoup. Ça ne nous intéresse même pas. Depuis qu'il est venu là, est-ce que vous avez vu Alassane Ouattara venir dire, on a fait coup d'État? Ça n'intéresse même pas. On dit non, il y a eu des gens qui ont tiré coup de feu. On dit bon, ah ok, bon, c'est fini, on passe à autre chose. Parce que son objectif là, c'est le développement. Il ne va pas venir vous parler. Il n'est pas un militaire. Il n'est pas un comédien pour être chaque fois à la RTI. Quand il vient là, quand vous le voyez là, il dit bon voilà ce que j'ai pu faire et voilà ce que je vais faire. Le reste là, ça ne l'intéresse pas. Les moyens pour mettre sa politique en place là, il les impose. En ne reculant devant rien. Mais les grands leaders, c'est ceux aussi qui savent innover. Que j'appellerais ici, en tout cas en philosophie avec Nietzsche, on les appelle les destructeurs. C'est eux qui savent casser les faux modèles. C'est eux qui savent casser les faux dieux. C'est eux qui savent casser les habitudes pour faire venir quelque chose de nouveau. Et c'est pourquoi Nietzsche disait que pour être un vrai Dieu, il faut être capable de casser les fausses idoles. Toi, depuis, tu crois en quelque chose. Moi, je suis né dans le quartier précaire. Tu crois au faux Dieu de tes habitudes. Non, tu sais, quand tu es paysan là-haut, tu ne seras jamais quelqu'un. Tu crois en un faux Dieu. Tu sais, moi, je ne suis pas là à l'école. Je ne peux pas devenir intelligent. Tu crois en une fausse doctrine en te diminuant toi-même. Tue ce faux Dieu qui te dit que tu ne peux rien être. Et quand tu auras fini de détruire tes anciennes habitudes, tu seras devenu un homme nouveau. Et cet homme nouveau-là, c'est lui ton nouveau Dieu. Tu seras devenu ce que tu voulais être. Tu seras devenu la nouvelle idée qui est à l'intérieur de toi-même. Tu seras devenu un leader qui encourage à la créativité. Mais regardez aujourd'hui nos jeunes qui étaient dans les agoras, nos jeunes qui étaient dans les boîtes de nuit, nos jeunes qui étaient à la rue Princesse. Aujourd'hui, on nous parle des jeunes judokas Sissé. On nous parle de Rick Bagby. On nous parle de notre sœur Gouro qui court. On nous parle du petit qui fait les concours de dictée. On nous parle d'une jeunesse qui est en train d'être retransformée. Vous pensez que c'est le fruit du hasard? C'est d'abord le leader qui est en face, qui incarne ces changements-là, qui met les conditions pour faire croire en l'avenir. Et c'est ça qui est important. Il apporte de nouvelles idées. Moi, je ne le mens pas. Nous, c'est grâce au président Ouattara, quand on va à la présidence, on rencontre n'importe qui. Quand je dis n'importe qui, je veux dire tout le monde. Et le grand maître Marius Koudela, tu rencontres tout le monde, des pères, et même ils te disent, mon petit, sans complexe. Mais si toi, tu n'as pas eu d'idée dans ça, là, je ne sais pas encore où tu vas l'avoir d'idée. Ces gens-là te donnent leur expérience de vie, direct, sans complexe. Mais si tu ne grandis pas dans ça, si toi-même, tu n'arrives pas à t'améliorer, tu dis, comme moi, je suis pauvre, là, je vais rester pauvre. Là, on ne peut rien faire pour toi, tu vas être pauvre. Mais ce sont les grands leaders qui décomplexent les différentes couches sociales pour mettre les gens en interaction. Et ça peut créer de nouvelles idées. Mais aussi l'inspiration. Aujourd'hui, on entend des gens dire, Alassane Ouattara, là, lui, il est devenu prophète. Alassane Ouattara, là, lui, il voit dans le monde parallèle. B52 qui vient ici, il est devenu prophète, tout. Et lui, il n'est plus dans notre monde. Effectivement, c'est vrai. Un bon leader ne se mêle pas des idées ordinaires. Comme dit Platon, il n'est pas dans le monde de la réalité. Il est dans le monde intelligible. Et j'ai déjà expliqué ça ici, que la réalité, elle est à plusieurs niveaux. La télévision que tu regardes là, ce que tu vois là, les images là, est-ce que c'est une réalité? C'est une réalité, mais dans un monde non réel. Mais ces effets peuvent avoir impact sur ta réalité physique. Et donc, ça veut dire que à un autre niveau, on peut aller plus loin. Et un bon leader ne se limite pas à ce que lui voit tous les jours pour dire que c'est la réalité, on voit là, on n'a qu'à se limiter à ça. Un leader pousse les choses au-delà. Et donc, il est dans le monde des idées. Et donc, quand tu es dans le monde des idées, ça ne peut que t'inspirer à nouveau et à aller plus loin. Mais un leader aussi, c'est celui qui sait être humble. Même si tu as toutes ces qualités que tu n'es pas humble là,
Les gens ne vont pas t'aimer. Ah, oui, tu as des grandes qualités, mais vraiment, ton comportement avec les autres là, je ne sais pas, mais tu ne respectes pas les autres, c'est pas bon, ça casse. Et donc, l'humilité. Alassane Ouattara, là, regardez le pouvoir qu'il a. Mais il a été l'homme le plus insulté, l'homme le plus humilié, l'homme le plus vilipendé. Et même qu'il est au pouvoir, là, il y a nos parents du RHDP nous appellent, dit mon fils, ils ont insulté le président, mon cœur bat vite, j'ai eu tension, j'ai eu ça là. Et le président, lui, il a tout ce pouvoir-là, il laisse des moins que rien comme ça l'insulter. Et Dieu, et Allah, comment on va faire? Il y a des dieux, et Allah, des trucs comme ça. C'est ça qu'on appelle l'humilité. Il a activé son côté humilité là, c'est ça qui est là. C'est quand Khan est venu là, on l'a forcé, on dit, bon, viens, ton côté humilité là, nous, on va désactiver ça. Et puis, il allait danser coup de marteau. On dit, voilà, souvent, là, il faut mettre un peu à côté. Mais c'est tellement important comme chose dans la vie d'un homme. L'humilité, c'est de l'or. Et aussi, ce que j'ai pu constater, tous ceux qui sont autour du président, que j'ai pu voir, je veux parler du ministre TBO, je veux parler des photocopies, je veux parler de l'ASPR, et je veux parler de bien d'autres, comme Maurice Koudou et autres. Ce sont des gens, ils sont tellement humbles. Il y a beaucoup, c'est ceux qui me sont venus en tête que j'ai cités, comme Odé. Il y a plein. Mais quand tu t'assois avec ces personnes-là, tu t'oublies, pour vous dire la vérité. Toi-même là, tu t'oublies. Tu te dis, mais c'est pas le Babaché là. Waouh, est-ce que c'est vrai? C'est ça qui est dans ta tête seulement. Ou bien déjà, quand ils te voient pas, ils disent, mais tu es où? Eux-mêmes, ils t'appellent. Toi-même, après, tu te dis, donc moi aussi, je suis important. Hein? Nous autres, là, c'est cette humilité-là qui nous plaît. Tu ne peux pas avoir tout l'argent du monde distribué. Mais quand tu sais, par humilité, reconnaître, quand le Christ vient s'asseoir avec les disciples, mais ça ne peut que les galvaniser. Et c'est très important. Vraiment, merci à tous ceux qui sont humbles. Parce que ce que tu n'obtiens pas avec l'humilité, l'arrogance ne te le donne pas. Allez voir la vie de Laurent Gbagbo. Mais, être humble ne veut pas dire qu'on doit manquer de capacité décisionnelle. Un bon leader, c'est celui qui sait prendre des décisions en temps de crise, qui sait prendre des décisions éclairées et qui sait prendre des décisions qu'il assume avec responsabilité dans ses choix. Alassane Ouattara, là, tu vas tout dire. Mais quand il dit qu'il va faire quelque chose, là, la décision, là, tu vas aller, tu vas revenir, là, ça ne va pas changer. Et c'est en temps de difficulté que tu vois le président prendre des décisions. Il ne parle pas beaucoup. Et il assume la responsabilité de ses choix. En 2020, là, il dit, bon, tout ça, là, mais vous êtes en train de discuter. Est-ce que tu sais que c'est le président avec 2 personnes qui décidaient de l'aspect sécuritaire du pays? Il s'assoit avec ces 2 personnes-là, il prend ses décisions et puis il les applique. Tac, 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 tac. Oh non, les gens... Oui, laissez-les. Faites ce que je dis seulement. Jusqu'à même ma parole, elle veut dire, ne frappez pas quelqu'un. C'est Alassane Ouattara qui l'a envoyé de venir dire ça. Ce n'était pas les moyens de frapper qui n'étaient pas là. Hein. Elle dit, non, ne les frappez pas, ne soyez pas violents. J'ai mon plan en moi, allons doucement et vous verrez. Vieux Senfo l'a dit, mais si tu me laisses là, je vais finir avec ça. Il dit, ne fais pas ça. Suivez-moi. Ma décision, elle est déjà prise. Quand le président... De toute façon, ce mot-là m'énerve. Ma décision est déjà prise là. Ça fait comme ça. Toutes tes caries dentaires se réveillent dans ta bouche. Ma décision est déjà prise. Ah, mais il a pris. Et mais toujours aussi, ce sont des décisions éclairées. Mais au moment où il dit ça, ça fait mal. Et au moment où il dit ça là, c'est le contraire de ce que tu voulais faire. Mais c'est ça, un leader. Parce que ces décisions doivent être caractérisées par une chose. Elles doivent être éclairées. Elles ne doivent pas être prises sous l'emprise des sentiments, sous l'emprise de la passion. La passion ici vient du mot pathos. Pathos, c'est ce qui vous contrôle. Et donc là, si tu prends une décision en fonction de quelque chose qui te contrôle, tu vas forcément faire une erreur. Et c'est là qu'intervient le leader pour dire non, moi je prends mes décisions à partir d'un choix de responsabilité qui est basé sur le fait que je me mets en dehors des événements.
Je ne suis pas dans mes sentiments, je ne suis pas dans les événements. Et à partir de cet instant-là, je me mets au milieu et puis je fais ce qui doit se faire. Est-ce que c'est pas comme ça qu'Alassane Ouattara agit? On a vu des gens ici prendre des décisions parce que Simone Evé Gbagbo a fait venir des pasteurs pour dire que l'Éternel des armées va descendre. Un choix bête. Et pour terminer, un leader, c'est celui qui sait être flexible. Un leader, là, c'est celui qui a la capacité de s'adapter pour naviguer dans tous les environnements, mais aussi pour guider aussi son équipe vers le succès. Et quand tu as une équipe là, il y a des salauds dans ton équipe, vous m'excusez les termes, il y a des connards avec qui tu fais là, mais il y a des brillants, il y a des excellents. Mais c'est que quelque part, il y a quelque chose qui te... Tu vois que tu as besoin de tout le monde. Parce que le jour où tu auras besoin du salaud pour faire un boulot de salaud, ce jour-là, tu te rendras compte de son utilité. Ah non, lui, il insulte trop, il parle mal aux gens. Mais est-ce que vous ne savez pas que tout le monde ne peut pas parler mal? Est-ce que vous avez une fois vu Alassane Ouattara parler mal? Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui ne le font pas mal. Et donc là, il y a des gens comme nous autres là, on va mal parler. Ce que les gens n'ont pas envie de dire là, c'est ce qu'Alassane Ouattara ressent là, nous on dit. C'est pourquoi vous voyez, on ne nous met pas en prison. C'est pourquoi vous voyez là, on ne peut pas nous mettre en prison. Parce que ce qu'on dit là, non seulement c'est vrai, mais le leader ne peut pas aller dire ça. Donc là, nous autres là, que ça gratte là, nous on fait sortir et puis on verse ça. Ah, ce que tu as dit là, c'est mauvais, mais c'est vrai. Ça ne grandirait pas le leader d'aller se mettre dans ça pour dire non, 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 voilà ça, une fois que j'ai fait ça, non, 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 non. Tu le vois, il est toujours flexible. Alassane Ouattara là, pour une même affaire là, il peut entendre 20 personnes. Mais, on appelle ça simplement la flexibilité. Il veut écouter tout le monde. Mais en même temps, son idée là, c'est d'apporter le résultat bon en guidant les autres. Il ne prend pas les décisions bêtes. Ah non, je vais te donner un département ici. Vous avez demandé sur place, non? Bon, je vous ai déjà accordé un Laurent Gbagbo. Quand il va, ah, vous voulez sous-préfecture, je vous donne ça en même temps ici. Après, quand il est parti, c'est fini. Non. Et cet article, ça a été tiré de chez M. Yacouba Doumbia, journaliste et observateur averti. Et je l'ai enrichi avec quelques commentaires. Mesdames et messieurs, nous avons terminé. Nous disons merci. On est très pris par le temps. Il nous reste que 30 minutes. Et donc, on va écouter l'édito des Mers Blancs. Quand on aura fini, on va laisser aux gens, peut-être quelques personnes parler en 5 minutes et on va couper le direct pour pouvoir avancer. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et on écoute ici l'édito des Mers Blancs. Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre le rusé, l'égoïste, le naïf, le vaurien. C'est il y a 64 ans. Il fut l'homme qui était au bon endroit, au bon moment. À Maleki, on l'appellera Baba Kounandi. Un demi-siècle durant, il n'a connu ni audit ni contrôle. Nous lui prêtions même toutes sortes de pouvoirs surnaturels. On racontait par exemple qu'il était capable de se transformer en une aiguille afin d'échapper à ses ennemis. Il a travaillé, c'est vrai, mais pas trop. Une université pour le pays. La culture, c'était 10 millions de francs CFA à celui qui le nommait dans une chanson. Il a fait ami avec tous les gens du Nord qui pouvaient lorgner sur le pouvoir. C'était un homme rusé qui pouvait parfaitement faire croire le contraire de ce qu'il pensait. Il a cédé son pouvoir à un égoïste qui, en apparence, était doux, calme, mais qui dirigeait le pays à partir de son propre ombilic, allant jusqu'à s'étonner du fait qu'une autre personne que lui ait des besoins matériels et qu'elle le revendique. La direction du pays ne lui avait-elle pas été offerte sur un plateau d'argent?
Était-il pour autant le plus intelligent ou le plus beau? Non, il avait été élevé pour succéder et il succéda et il gâta tout. L'autre a fauté par naïveté. Il a choisi de donner dos aux jeunes gens qui l'ont installé au pouvoir pour écouter le chant des sirènes. Et il fut emporté par une grosse vague, lui et les siens. Justement, par le vaurien qui n'a rien compris à rien. C'est le genre à ouvrir une banque de travail pour ses concitoyens, à distribuer 100 cartes de retraite. Nous aurons tout vu dans ce pays. En fait, c'est nous, les candides. C'est de nous que tout le monde se sert. Et on voudrait que notre champion ne revienne pas au pouvoir. Ah là, attendons de voir. Merci et à bientôt. Et donc, j'en profite aussi pour dire merci à Métrotatriel. Bon, j'espère que j'ai bien dit ton nom italien. Merci, c'est un élève de la classe. Merci et à bientôt. Merci infiniment à chère Mère Blanc. Merci pour encore ce tutoriel qui retrace toute la vie politique de la Côte d'Ivoire, où elle nous montre des hommes qui ont été des faiseurs, ceux qui ont été des diseurs, mais aussi ceux qui ont été des gens à ne rien faire. Et c'est tout ça aussi qui forme l'histoire de la Côte d'Ivoire, et ça nous conduit là où nous sommes aujourd'hui. Mais en toile de fond, il faut reconnaître que le peuple doit choisir le dirigeant qui peut faire son bonheur, le dirigeant qui peut l'amener vers la hauteur. C'est ce que nous recherchons. Et vraiment, merci à Mère Blanc pour ce tutoriel, parce qu'elle a déjà tout expliqué. À vouloir expliquer, ce serait gâter vraiment le très beau travail qui est fait. C'est à nous de voir et de faire le choix qui est le bon. Mesdames et messieurs, nous avons terminé. Tous ceux qui veulent la parole, il ne nous reste en vérité que 20 minutes. Donc, tous ceux qui veulent la parole, signalez-vous à l'instant même, on va vous la donner, mais vous n'allez pas dépasser 5 minutes. Quelles que soient les personnes qui vont intervenir, vous n'allez pas dépasser 5 minutes. Et donc, à l'instant même, ceux qui veulent la parole, signalez-vous. Sinon, on a déjà fini l'essentiel des présentations. Et donc, présentez-vous le plus tôt possible pour qu'on puisse vous prendre et pouvoir vous donner la parole et aller le plus rapidement possible. Vraiment, merci à tous ceux et toutes celles qui se présentent et qui accordent de l'intérêt. Et aussi aux élèves de la classe, c'est seulement pendant les moments du direct qu'on donne la parole aux gens. Ne vous levez pas chez vous le matin. Au moment où vous êtes matin, là, nous, on est nuit ici. Pour dire non, j'ai demandé la parole depuis hier. Nous, ça là, ce n'est pas un travail pour nous. Ce n'est pas un travail pour nous pour dire qu'on est assis pour faire. C'est dans notre temps de disponibilité qu'on trouve un moment pour pouvoir faire ce qu'on fait. Donc, ne vous dites pas, c'est seulement quand vous entendez, je vous donne la parole, venez intervenir, que vous pouvez intervenir. Après ça, on n'a pas le temps pour s'asseoir, pour enregistrer les gens qui veulent parler, pour dire, bon, comme hier, toi, tu ne voulais pas. Non, 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 ce n'est pas ça. Si tu veux parler, tu attends aujourd'hui. Quand on dit, bon, tu peux mettre ton appel, tu mets ton appel, on te prend. Ah, allô? Bonjour, comment allez-vous? Bonjour mon frère, Oui. ça va, alhamdoulilah, Dieu merci. Okay. Donc, on vous laisse vos 5 minutes. Merci beaucoup, merci. Tout d'abord, malgré que j'ai 5 minutes, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, je tiens à vous remercier. Vous et vos collaborateurs, je vais te tutoyer, mon frère, parce que le travail que tu fais, c'est inestimable. Maintenant, on n'a pas assez de temps, et moi, ce que je veux dire, grâce à Dieu, grâce à toi, parce que nous sommes des sans-voix, et on a beaucoup dans le cœur. Et clairement, moi, j'ai beaucoup pleuré. Tu en as parlé tout à l'heure, j'ai beaucoup pleuré. C'est ma femme qui m'a consolé, m'a dit, non, écoute, le président, c'est quelqu'un, il faut que ça lui arrive, sinon c'est pas bon. Si tout le monde l'aime là, c'est pas bon. Ça m'a fait sur le cœur. Mais pour aller vite, éclaireur, ce que je veux dire, ton travail, c'est le bon Dieu qui va t'aider. Toi et tes collaborateurs. Ceci étant dit, moi, je vais lancer un cri de cœur au président Alassane Ouattara,
en l'intermédiaire de ton émission. Papa Ado, s'il te plaît. Les sages sont venus en 2020. Ils ont dit, le monsieur, je n'ai jamais oublié sa phrase. Il a dit, devant papa, il a dit, tu vas nous laisser dans la main de qui? Ah ça, moi j'ai commencé à pleurer. Ouais, quand il a dit ça, c'est comme le jour où le président a dit, revenez, ce que vous avez vu là, c'est pas ça la Côte d'Ivoire. Donc, ce que moi je vais dire à ton papa, ton intermédiaire éclaireur, s'il te plaît, même moi, Papa Ado, la Côte d'Ivoire est dans un tournant. Le virage est très dangereux. Il faut des décisions vraiment claires. Parce qu'il faut prendre une décision. La Côte d'Ivoire est dans un virage. Les opposants ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts aujourd'hui, ils ne sont pas prêts demain. Ils n'aiment pas le développement de la Côte d'Ivoire. J'ai jamais vu ça. J'ai toujours dit ça quand je parle avec ma femme. J'ai dit, écoutez, j'ai dit, si j'ai l'opportunité de parler à la Côte d'Ivoire, à mon pays, je vais dire que je donne un carton rouge à l'opposition qui est toujours dans le comportement flap-là. J'ai dit, la Côte d'Ivoire, les opposants de la Côte d'Ivoire devaient s'élever comme une seule personne pour dire au président, pour dire à la Côte d'Ivoire entière que le président, le travail qu'il a commencé, il a fait en 5 ans, on le laisse travailler. Il n'a qu'à s'exprimer parce qu'il a envie de transformer ce pays. Et il l'a fait. Mais l'opposition n'a pas fait ça. Donc, qu'est-ce qu'eux veulent? On dit opposition. C'est pour rappeler le pouvoir à l'ordre s'il veut faire des dérives. Mais eux, ils sont en train de gâter le pays. Parce que depuis que le président a commencé à travailler, ils ont toujours mis des bâtons dans ses roues. Ils ont toujours mis des bâtons dans eux de l'aider. Ils sont en train de l'embêter de travailler. Mais tous ces coups d'État manqués, toutes ces attaques à l'extérieur, c'est nous, mais c'est les Ivoiriens. C'est les Ivoiriens qui donnent l'occasion à ceux-là, sinon le Mali seul, le Burkina seul ne va pas essayer d'attaquer la Côte d'Ivoire. Même pour dire un mot sur le président ivoirien, ils ne vont pas le faire. Mais c'est ces opposants-là qui n'aiment pas le pays, qui sont là pour leur intérêt personnel, là, qui font des trucs comme ça. Éclaireur, j'espère que je ne vais pas dépasser les 5 minutes. Vraiment, je te remercie infiniment. Et la prochaine fois, je reviens, tu en as parlé, tu m'as soulagé en parlant de Sylvain, et puis ce illettré de PPACI qui était sur le plateau l'autre jour, qui ont dit que le président doit se... Même si le président est mieux que le leader, uni, même si on les envoie encore à l'école pour leur donner les meilleurs enseignants, ce que le président fait en 5 ans, il ne peut pas faire en 30 ans. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils n'ont qu'à laisser le monsieur travailler. Mais moi, je demande à Papa Ado, c'est lui qui a le dernier mot aujourd'hui. Son parti veut, la population veut, nous on veut, on est derrière lui. On est derrière lui. Voilà. J'ai fait un cri, tous mes enfants, ils vont voter. Moi, je suis en France. Ils vont voter. Voilà, éclaireur. Vraiment, j'ai pas chronométré. Je suis tellement content que tu m'as pris. J'ai beaucoup sur le cœur. Mais là, c'est le 18. Moi, je dors pas. Je veux que papa réponde favorablement parce que le pays est en danger. Parce que la sous-région n'est pas... Vous avez atteint les 5 minutes. Et oui, comme je l'ai dit, voilà. Donc, nous vous disons vraiment merci. Merci de ce que vous avez dit. C'est moi qui vous remercie. Et à n'importe quel moment que vous souhaitez prendre la parole, oui, dans les directs, vous n'avez qu'à vous signaler. Ici, on donne la parole. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui peut dire que lui, il a voulu la parole qu'on lui a refusé. Non. C'est la seule plateforme qui donne la parole à n'importe qui. Parce que nous voulons que la vérité soit sûre. Nous, peut-être ce que nous faisons, c'est peut-être pas la vérité. Mais si quelqu'un peut venir montrer la vérité là, cette plateforme va laisser faire. Et donc nous ne sommes contre personne. Mais il faudrait que les Ivoiriens comprennent où se trouve leur intérêt. C'est ce combat-là que nous menons aujourd'hui. C'est ça. Et surtout, nous avons les opposants les plus nuls de la planète Terre. Il faut aussi leur faire comprendre qu'on ne peut pas procéder dans un pays avec de tels individus. Vraiment, merci de vous associer à nous au combat. Ce serait vraiment une dernière phrase. Mm-hmm. Ceux qui,
C'est-à-dire que celui qui doit se présenter, on dit lui, ils ne veulent pas. Ceux qui doivent même s'éloigner du pouvoir parce qu'ils ont semé la terreur en Côte d'Ivoire, c'est eux-là, ils viennent. Pourquoi Sylvain n'a pas dit que Gbagbo peut plus se présenter? Eux qui se disent, on a des gens qui se disent intellectuels. J'en veux, pardonne-moi, j'en veux NCI. C'est pas moi qui a créé la chaîne, mais je les en veux. Parce que permettre des gens comme ça venir dire des trucs sur le plateau, la journaliste qui était là, elle sait que ce que le monsieur dit c'est faux. Ils doivent les appeler à l'ordre. Hein. Si ça pouvait dire des trucs comme ça devant le peuple, c'est une campagne. Hein. C'est pas bon. Hein. Quand ils disent des trucs, ils n'ont qu'à les recadrer. Hein. Okay. Moi, on vous a bien compris. Et le temps, il y a des gens aussi qui veulent la parole. Et moi-même, déjà, mon temps de travail. Donc, on va vous laisser maintenant la ligne en vous disant vraiment merci beaucoup. Et merci beaucoup. Merci, une excellente journée. Désolé, excuse-moi. Non, merci beaucoup. OK. Merci. Vous passez une excellente soirée. Merci à vous aussi. Je vous en prie. Allô? Bonjour, Sundiata le Conquérant, comment allez-vous? Oui, bonjour éclaireur, je vais très bien chez vous. Dieu merci, tout va pour le mieux. D'accord, je vous remercie de me donner la parole. Merci beaucoup. Alors, comme il n'y a pas assez de temps, je ne veux pas durer au téléphone, j'ai juste posé une question avant de faire une petite précision. Nous avons vu récemment le ministre des Affaires étrangères qui a fait une tournée en Afrique. Il est passé dans tous les États putschistes et il a fini, je crois, au Congo. Il a commencé en Guinée-Conakry, ensuite il est allé au Mali, au Burkina, au Niger, au Tchad, au Congo. Voilà, et puis je crois que ça s'est arrêté là. Je ne sais pas s'il a dû faire un tour au Soudan. Bon, très concrètement, que doit-on retenir de cette visite africaine compte tenu des intérêts sécuritaires? Que doit-on retenir exactement? Vous avez le ministre des Affaires étrangères de quel pays? De la Russie. Voilà. Je sais de quoi vous parlez, mais il faut être très précis. Voilà. Mais vous devez comprendre, c'est ce qu'on a toujours dit. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les grands équilibres sont en train de se redéfinir. Et dans le même temps, vous avez aussi vu les dirigeants américains venir visiter la Côte d'Ivoire, le Ghana, les autres pays. Et donc, aujourd'hui, c'est une course au positionnement sur une zone qui est stratégique dans le monde. Non seulement en termes de ressources naturelles, mais aussi en termes même militaires aujourd'hui. C'est ce que je disais. Quand vous prenez bien que vous regardez, l'Afrique se trouve au centre du monde en fait. Et c'est très important. Et quand on se base sur toutes ces réalités qui sont elles-mêmes liées à l'économie et donc à la survie des peuples, mais il faut être bête comme les Africains pour ne pas se lever et essayer de se battre pour les générations à venir. C'est ce que nous n'avons pas compris. Mais c'est ce que ces personnes-là sont en train de faire. Comment sécuriser l'avenir de leur continent dans les 100 ou 200 années à venir. Je ne sais pas si ma réponse a été assez explicite. Bon, d'accord, je pense que ça va. Mais ce que je peux dire, à titre de précision, vous savez, nous savons ce qui se passe. Hein. Il n'y a rien qui est nouveau sous les cieux. Tous les pays qui ont été visités, à savoir la Guinée, excusez-moi, hein, vraiment, toujours c'est le même problème. Alors, si on tient compte de tout ce qui se passe, vous voyez les pays qui ont été visités, à savoir la Guinée-Conakry, le Mali, le Burkina, le Niger, nous savons à peu près ce que ces pays pensent de la Côte d'Ivoire. Donc, lorsqu'on voit un ministre des Affaires étrangères de la Russie
qui est en train de rôder dans ces pays et après il repart, je pense que cela nécessite qu'on prenne certaines dispositions. Ce que je peux dire, il faut que nous soyons assez prudents. Il faut que la Côte d'Ivoire prenne cette disposition parce que s'ils sont allés voir le Guinéen qui dispose d'un port, c'est que certainement il y a quelque chose qu'ils sont en train de préparer. Il y a le Togolais, Fort Yacine qui s'est mis avec eux maintenant. Ils sont allés voir ensuite les Guinéens. Et après, on va au Mali, au Burkina, au Niger. Je pense que nous devons faire beaucoup attention et nous demandons à toutes nos autorités sécuritaires ainsi que le président de la République d'agir très fermement à titre préventif. Ce qui doit être fait vraiment pour protéger la Côte d'Ivoire, il faut que ça se fasse. Diplomatiquement, la Côte d'Ivoire devra contre-attaquer. La Côte d'Ivoire a intérêt également à faire une tournée diplomatique régionale, même avec le Ghana, le Bénin, le Nigeria, la Mauritanie, l'Algérie, le Sénégal, le Libéria. Et aussi, le Tchadien semble jouer sur les deux fronts, on n'espère pas trop. Mais s'il faut que la Côte d'Ivoire fasse un tour au Tchad également, c'est nécessaire. Mais en tout état de cause, il faut que la Côte d'Ivoire fasse une tournée diplomatique régionale. Même si la tournée diplomatique doit aller au-delà de l'Afrique de l'Ouest, il faut que ça se fasse. Je donne encore le nom des pays. Il faut que la Côte d'Ivoire s'entende avec ces pays-là, à savoir le Ghana, le Libéria, le Bénin, le Nigeria, la Mauritanie, le Sénégal, l'Algérie, le Maroc, et aussi avec le Tchad. Il faut que la Côte d'Ivoire fasse quelque chose pour parer à toute éventualité. Parce que vous savez, on est dans un monde où vraiment les gens, ils ont leur théorie de Machiavel pour pouvoir fonctionner et il faut s'attendre à tout. Donc c'est à nous de prendre nos dispositions pour parer à toute éventualité. Merci beaucoup. Merci beaucoup le concurrent. Merci pour ce que vous venez de dire. Effectivement, ça saute à l'œil ce que vous dites. Et c'est pourquoi même je n'ai même pas voulu rentrer dans ces considérations en me disant que les gens voient déjà. Mais c'est tellement utile. Mais sachez que les autorités ivoiriennes ont déjà une longueur d'avance sans tomber dans l'autosatisfaction. Je dirais qu'aujourd'hui, s'il y a une chose qui tient à cœur, le président l'a dit à Katiola, il dit « Je ne m'amuserai pas avec la sécurité de ce pays ». Est-ce que vous vous souvenez de ces propos-là? Effectivement, je me souviens très bien. Et est-ce qu'il a trahi les Ivoiriens sur sa parole donnée? Non. Et je vous assure que le président ne va pas accepter. Il prend la Côte d'Ivoire comme une affaire personnelle. Je peux vous l'assurer. Et il mettra tout pour assurer la sécurité du pays. Mais ce sera aussi à nous, les populations, de collaborer avec aussi nos forces de défense et de sécurité, d'être leurs yeux, leurs oreilles et leurs bouches là où il faut pour essayer de leur faciliter la tâche aussi. Et donc, ne facilitons pas la tâche aux malfaiteurs en nous taisant. Ne facilitons pas la tâche aux malfaisants en étant complaisants ou bien en étant dans le double jeu. Soyons francs et honnêtes envers nous-mêmes et avec nos dirigeants et menons la lutte pour demeurer ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres dignes et non des êtres qui veulent devenir les esclaves de la Russie de façon volontaire. Vraiment, merci beaucoup. On va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Excellente soirée également, excellente émission à tout le monde. Merci infiniment à vous. Mesdames et messieurs, on va prendre la dernière personne qui est notre mère Sali Kone. C'est avec elle qu'on va mettre fin au direct du jour. Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui ont partagé le direct. Merci infiniment. Allô? Bonjour, chère mère, comment allez-vous? Bonjour, cher frère, je vais très bien et toi? Oui, grâce à Dieu, tout va bien. Dieu merci. J'espère que tu vas bien ainsi que la famille. Oui, tout le monde va très bien. Et de votre côté?
Dieu merci, ça va par la grâce de Dieu. Juma Moubarak à toi et Juma Moubarak à toute la classe, tous les EPV qui nous suivent. Bonjour à vous, que Dieu nous protège et que vraiment, que Dieu nous garde dans ses grâces et qu'il mette sa couverture de protection sur notre pays qu'est la Côte d'Ivoire. Amen. Vraiment, l'éclaireur, j'ai mal pour l'Afrique. J'ai vraiment mal pour l'Afrique. Avec ce que Sundiata vient de dire, l'éclaireur, c'est l'Africain lui-même qui vend son propre Africain pour qu'on le tue. C'est l'Africain lui-même qui détruit ce qui est chez lui. L'éclaireur, ce qui est en train de se passer en Afrique, avec ces panafricains-là. Soit je me demande même là-haut, vraiment, être africain là, est-ce que c'est une malédiction même? L'éclaireur, comment on peut aller appeler des gens pour venir nous détruire chez nous en Afrique? Même pas pour chercher à se développer, mais pour nous détruire. Ces provocations de guerre par-ci, par-là, là. L'éclaireur, est-ce que ça honore l'Afrique? Vous, les panafricains, venez nous dire, on n'a pas assez de temps aujourd'hui, mais je pose la question. Est-ce que cela honore l'Afrique? Même si vous n'allez pas pouvoir prendre et faire ce que vous voulez dans les pays des gens, mais le désordre même que vous allez venir mettre déjà, la destruction que vous allez nous venir mettre déjà, c'est ça l'Afrique. C'est ça être fier d'être africain. Je m'arrête là, l'éclaireur. Maintenant pour Papa Ado, l'éclaireur, tout ce que Papa Ado a besoin de ses enfants, c'est la prière. Prions pour le pays, prions pour ce monsieur. L'éclaireur, quand il y a une photo en Corée qui m'a ébahi, Papa Ado a un truc en main qu'il est en train de lire sans les lunettes, l'éclaireur. Papa Ado a quel âge? Papa Ado a quel âge? Il lit sans les lunettes. Je dis non. Dieu, quand il te tient, c'est Dieu qui donne la santé. C'est Dieu qui donne tout. Vraiment beaucoup de santé à Papa Ado. Et les Coréens même, comment les gars le regardaient dans la photo? Décortiquez la photo vous-même. Tout le monde le regardait comme ça. Moi, je dis que ces gars-là se disaient dans la tête. Le vieux là, il lit sans les lunettes. Attends, ils ont porté des loupes. Et même qui sont jeunes ont des loupes. Donc c'est pour vous dire que seul Dieu détient Papa Ado. Tout ce que Papa Ado a besoin, c'est de la prière. Et nous allons toujours prier pour ce monsieur. Vous les Ivoiriens qui avez prié pour la canne de la Côte d'Ivoire. Quand je dis Ivoiriens, c'est ceux qui savent que ce que le monsieur l'a fait dans le pays leur plaît. C'est ceux qui savent que Dieu a donné quelqu'un de béni à la Côte d'Ivoire. Je vous prie, quand vous priez, priez pour lui, que Dieu lui donne santé. Papa Ado ne savait pas dans ce qu'il se mettait. Je vais donner quelque chose qui va faire un peu. C'est comme un gars, tu vois une go, tu sais même pas quel genre de go elle fait, tu dis, celle-là, il y a fait un truc pan. Maintenant, tu t'en vas, maintenant, go là, tellement elle est bien là, tu es collé. Papa Ado, c'est son problème aujourd'hui à la Côte d'Ivoire. Papa Ado ne savait pas que ça allait arriver où les Ivoiriens m'allaient vouloir dire qu'il ne bouge plus. Voilà, c'est pas sa faute, Papa Ado. Nous aussi, c'est pas notre faute. C'est Dieu qui t'a choisi. Quand Dieu t'a choisi là, même si tu rentres dans un groupe et puis tu es la dernière des personnes à venir là, Dieu va te mettre devant parce que Dieu t'a choisi. C'est comme ça. Ça là, c'est la vie. On n'a pas besoin de comment on appelle ça, de chercher à combattre. Quand Dieu choisit, partout tu vas rentrer là, tu vas tout y sortir premier dedans. C'est comme ça. Dieu, Papa Ado, c'est Dieu qui t'a choisi. Et de la manière qu'il t'a choisi, là, il sait pourquoi il t'a choisi. Donc c'est lui seul aussi qui détient ta vie et ta mort. C'est lui qui sait quand est-ce que tu dois partir. Les 5 ans que les Ivoiriens veulent te donner la Papa Ado, c'est plus fort que toi. C'est tout ce qu'on a te dit. Vraiment, que Dieu te donne beaucoup de santé et que Dieu donne beaucoup de santé à tous ceux qui sont autour de Papa Ado, les vrais qui sont autour de Papa Ado et ceux qui ne sont pas vrais là. Que Dieu vous donne la sagesse de vous ressaisir. Et s'il ne peut pas vous ressaisir aussi là, si vous avez déjà signé l'alliance avec le diable, c'est-à-dire vouloir forcément le mal de ce monsieur, que Dieu vous écarte de par sa manière. Vraiment, merci à tous. Bon vendredi à tous. Et que Dieu nous garde, que Dieu continue de nous couvrir de ses grâces et de sa protection. Merci, le Clément. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci infiniment à vous. On va vous souhaiter un excellent vendredi avec toute la bonté divine et que Dieu nous garde et que Dieu nous protège tous. Amen. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on a deux personnes qui se sont présentées très tardivement. On va leur accorder peut-être moins de 5 minutes parce que c'était important. On devrait finir et donc on va leur donner la parole, mais ça serait vraiment qu'elles aillent le plus vite possible pour laisser la parole. Et donc on va permettre à Maman Ouragan de faire ses 5 minutes et on va permettre au Roi du Printemps d'en finir et on va pouvoir aller à d'autres occupations. Alors? Oui, bonjour mon éclaireur progressif. On va vous laisser en même temps vos 5 minutes au maximum. Bon, ok, donc qu'est-ce que je peux dire que vous ne savez pas déjà ou que le père Ado ne sait pas déjà? Ben, Papa Ado, je t'en supplie, je vous en supplie, l'Ouest t'en supplie, oui, surtout l'Ouest t'en supplie, les Guéré, les Wabé, les Yakuba, les Gouro, même si tu veux, vraiment on t'en supplie. C'est clair que tu es en train de donner des sous pour qu'ils améliorent leur vie quotidienne à San Pedro. En tout cas, les gagous là, surtout les gagous.
Vous les gagous là, c'est-à-dire ce que vous essayez de préparer là. J'ai une copine qui m'a expliqué, elle dit que vraiment faites très attention parce que comme à San Pedro, c'est un FP ou bien PPCI qui a gagné, donc côté mairie là, vraiment ils vont faire des choses pas possibles. Donc vraiment, Éclaireur a cité, depuis la partie San Pedro avec plein de villes à côté là, les voisins là. Vraiment, faites attention là-bas parce que ces personnes-là, ils sont toujours macabres, ils sont toujours maléfiques. Ils veulent trafiquer tout ce qui est, comment on appelle ça, tout ce qui est pièce d'identité, certificat de nationalité, tout ça là, ils veulent extraire de naissance, ils veulent trafiquer tout ça là. Donc je vous en prie, il faut que vous jetez l'œil là où le Prado donne des milliards pour que ça évolue là. Les villes où Prado donne des milliards, surtout les gens qui sont les gagous là, ceux-là, il faut vraiment vérifier là-bas parce que c'est ce qu'ils veulent entreprendre. Et puis toi, Kipré, c'est normal, tu vends l'eau dans ton gagnois là-bas, déjà, vol d'argent que tu fais pour garder dans Paris que oui, vous êtes panafricains cons. Je dis, vous êtes des prisonniers du monde entier là. Les panafricains cons là, c'est les prisonniers du monde entier là. C'est eux qui sont devenus des panafricains cons. Donc vous voyez, c'est des voleurs, c'est des kamakouman. Donc, le résumé est fait. Je n'ai pas besoin de donner des détails encore et que là, d'aller au travail. Moi-même là, je n'ai pas rentré dans les détails, mais de toute façon, j'ai couru là. J'ai envoyé un message là à Tefet à l'eau d'éclaireur, raison pour laquelle il n'a pas vu. Merci mon éclaireur, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, cher maire. Merci pour votre détermination et surtout, merci infiniment du message. On va vous souhaiter une excellente soirée et toute la grâce divine. Merci. Je vous en prie. Je suis trop prise dans ce temps-là, je suis dehors, donc je cours comme ça. Okay. Merci. Merci à vous, cher maire. Merci beaucoup. Merci. Okay. Allô? 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 Oui, le roi du printemps, comment ça va? Oui, ça va, clair. Ok, donc on va vous laisser vos 5 minutes. Ah ben, ok, vraiment, ça, c'est un appel un peu imprévisible. Hein. Ok. Voilà, donc merci beaucoup à tout le monde. Merci à tous les auditeurs, merci à tous ceux qui ont eu à intervenir. Éclaireur, moi, je voulais vraiment te remercier. Le bilan du président Alassane Ouattara que tu as eu à dresser à travers les différents investissements qui ont été faits dans ces différentes régions. Moi, quand j'ai commencé à t'écouter, tu sais, ça m'a ramené à quoi? Ça m'a ramené à son livre programme Ado Solutions. Parce que quand tu prends ce livre-là, tout est écrit dedans. Et donc, moi, je ne suis pas surpris de ce qui a été investi par le président Alassane Ouattara. Parce que lui-même, là, dans la campagne, c'est ce qu'il a promis, comme on appelle, aux Ivoiriens. Mais aujourd'hui, on peut quand même dire que oui, bon, nous, on n'a pas eu suffisamment qu'il a dit. Mais il a fait. Le bilan, il est là. Donc, le pouvoir n'a jamais surpris le président Alassane Ouattara parce qu'il avait travaillé bien avant d'arriver au pouvoir. Et lorsqu'il arrive au pouvoir, et donc tout est parti sur des roulettes et aujourd'hui on voit le résultat. Et c'est aussi dire aux gens, quand on vient en politique, on ne vient pas pour se servir, on vient pour servir le peuple. Et lui-même, il avait dit que lui, il a eu une vie bien remplie. Aujourd'hui, si lui, il est arrivé en politique, c'est pour donner ça en retour. Donc, nous, on ne peut qu'être fiers. Et moi, je dis à tout le monde que nous qui parlons, nous qui défendons le président Alassane Ouattara, c'est que le président lui-même, là, il a facilité les choses à notre niveau. Tu ne peux pas aller sur un débat et puis te laisser laminer par les gens. C'est que toi-même, toi, tu ne vaux rien. Parce que toutes les conditions sont réunies pour que le jour où tu vas arriver sur un panel, que tu puisses, en tout cas, dérouler ce que le président Alassane Ouattara a fait. Et donc, moi, je profite en même temps
éclairé pour dire merci beaucoup à Mère Sali. Merci à Mère Sali parce que tu as dit que partout où on s'en va, sur les panels TikTok, quand on voit un panel et qu'on a la possibilité de parler et de défendre le président, il faut qu'on le fasse. Donc c'est dans cette même veine-là que moi je vais remercier Mère Sali parce que on a été sur un panel avant-hier, mais je t'assure que éclairé c'était du lourd. On a tellement bien fait notre travail que franchement, moi-même là, j'ai bien dormi. Il y a le salaud des sables africains qu'on a fait fuir de ce panel-là. J'ai dit bien le même sable africain que vous connaissez là. Moi, si je vois la Mère Sali est là, et tous ceux qui étaient sur ce panel-là, ils peuvent témoigner. Le monsieur l'a fui. Il y a un autre qui est venu nous faire passer Thiam comme quelqu'un qui est tout là. Mais très tôt, lui, il est reparti. C'est-à-dire qu'on ne va plus leur laisser le temps de venir nous raconter du n'importe quoi. Donc, franchement, Mère Sali, chapeau à toi. Et puis, chapeau à la sœur, comment on appelle, Sola, qui nous a permis de parler. Et même des Gouars étaient là-bas. Mais, chose bizarre, quand vous partez sur les panels des Gouars, là, ils ne vous donnent même pas l'occasion de parler sur les panels. Mais moi, j'avoue que, franchement, le président Alassane Ouattara, il nous a facilité la chose. Et moi, je vais m'arrêter là, comme tu dois aller au boulot, et dire merci beaucoup. Et moi, je dis merci à notre Mère Sali Kone pour tout le travail qu'elle fait sur les différents panels TikTok. Merci beaucoup. Et demain sera un autre jour. Vraiment, merci beaucoup à toi-même, le roi du printemps. Merci à Mère Sali. Et merci à tous les combattants. Et merci à tous ceux qui ont compris et qui mettent en exécution ce qu'on a dit. Allez sur toutes les plateformes, défendez-vous avec les arguments du président. Les actes du président le prouvent. Nos émissions sont là. Tous ceux qui recherchent nos émissions, vous partez sur YouTube, vous avez toutes nos émissions qui sont là-bas en fonction des thèmes que vous voulez développer. Vous prenez pour construire vos arguments. Vraiment, merci à toi-même, le roi du printemps. Merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. On va vous permettre de faire la conclusion en moins d'1 minute. Et vraiment, merci à tous et demain sera un autre jour. Ok, merci beaucoup, merci à tout le monde. Et restons ensemble, restons derrière le président, restons unis pour une Côte d'Ivoire développée. Et je pense que c'est à ce prix-là que la Côte d'Ivoire peut avoir la paix. Et le président nous a déjà donné la paix. Donc, il nous appartient maintenant de l'accompagner et de faire en sorte que cette Côte d'Ivoire-là, cette paix-là que le président Alassane Ouattara nous a donnée, puisse perdurer pour des futures générations. Bonne soirée à chacun. Merci. Merci infiniment, le roi. Excellente soirée à chacun, à chacune. Et on sera à demain. Merci beaucoup.